J'ai sursauté au son strident du réveil. 6h30, l'habitude de me lever tôt, ancrée en moi par des décennies de travail, ne m'avait pas quitté, même 3 mois après ma retraite. Mais maintenant qu'il n'y avait plus d'urgence, ces réveils matinaux étaient inutiles et ne faisaient qu'étirer des journées interminables et monotones. Cherchant mes chaussons à tâtons, je suis sortie lentement du lit. Mes genoux me faisaient mal. Il avait bruiné toute la journée hier, et mes articulations réagissaient à chaque changement de temps. Valmont n'avait jamais été une ville très ensoleillée, mais en automne, la grisaille était particulièrement oppressante. Dans la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche et sorti une boîte de pilules. Pour le cœur, pour la tension, des vitamines. En les alignant, je les ai prises mécaniquement, l'une après l'autre. Avant, quand je travaillais, je prenais mon petit déjeuner à la va-vite. Mais maintenant, même ce petit geste était devenu un rituel qui prenait un temps démesuré. J'ai ouvert le réfrigérateur. Les étagères à moitié vides me rappelaient avec éloquence la nécessité d'économiser. Ma dernière visite au supermarché remontait à 1 semaine, et j'avais soigneusement compté chaque centime à la caisse. Ma pension de retraite était terriblement modeste, surtout après 30 ans de travail comme opératrice dans un centre d'appel pour une compagnie d'assurance. Après avoir étalé une fine couche de confiture sur ma tartine, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai déplié le journal de la veille. Je n'avais pas l'habitude de lire les nouvelles sur Internet, même si mes petits-enfants m'avaient offert un smartphone à Noël dernier. En parcourant les pages du journal, mes yeux se sont arrêtés sur la section des offres d'emploi. Presque inconsciemment, j'ai commencé à lire les annonces, notant mentalement celles qui pourraient me convenir. Mais qui voudrait d'une femme de 67 ans sans compétences particulières ? Après avoir fini mon petit déjeuner, j'ai fait la vaisselle par habitude, même s'il n'y avait qu'une tasse et une assiette dans l'évier. Il n'y avait pas grand-chose à faire et la journée s'annonçait longue. J'ai décidé de préparer des biscuits pour mes petits-enfants, même si la dernière fois que je les avais vus remontait à près d'1 mois. Étienne ne les amenait que rarement, trouvant toujours des excuses. Les enfants étaient occupés par l'école, le sport ou leurs devoirs. En pétrissant la pâte, je me suis surprise à nouveau à calculer les coûts. L'huile a augmenté. La farine aussi. Si ça continue, je devrais renoncer même à une petite chose comme des biscuits faits maison pour mes petits-enfants. Cette pensée a provoqué une douleur sourde quelque part dans ma poitrine. En plaçant les biscuits sur la plaque de cuisson, j'ai allumé le four et regardé l'horloge. Il n'était que 10 heures du matin. Encore toute une journée devant moi. Je suis allée à la fenêtre et j'ai écarté le rideau. Il avait cessé de pleuvoir, mais le ciel était encore bas et gris. Des voitures passaient dans la rue, des gens se dépêchant d'aller au travail, vaquant à leurs occupations. Et moi, je restais là, dans ma petite maison dont j'avais hérité après mon divorce, me sentant déconnectée de la vie. Un appel téléphonique a rompu le silence, me faisant sursauter. Le nom de mon fils est apparu sur l'écran. « Allô, Étienne » dis-je, en essayant de cacher la joie déplacée dans ma voix. « Salut, maman. » Sa voix semblait tendue. « Tu es à la maison ? » « Oui, bien sûr. Je passe dans 1 heure. Il faut que je te parle. » Il a raccroché sans attendre de réponse. Je suis restée immobile, le téléphone collé à l'oreille. Les appels d'Étienne n'annonçaient jamais rien de bon, mais j'étais tout de même excitée à l'idée de le voir. La dernière fois, c'était il y a 3 semaines, quand il était passé 15 minutes pour récupérer de vieux livres dans le garage. Je me suis dépêchée de ranger, même si la maison était déjà propre. J'ai sorti les biscuits du four et préparé du thé frais. Étienne n'aimait pas les biscuits au raisin sec, mais j'avais fait une fournée avec des pépites de chocolat juste pour lui. La sonnette a retenti exactement 1 heure plus tard. Étienne se tenait sur le seuil, le visage fermé et tendu. Malgré son bon salaire, il s'habillait toujours simplement. Jean, pull, veste. Grand comme son père, avec les mêmes traits anguleux et le même regard direct. Seuls mes cheveux étaient de moi. Châtain avec de légers reflets roux, bien que le gris apparaisse maintenant aux tempes. « Entre. Je viens de faire des biscuits, » dis-je en le laissant entrer. « Je ne reste pas longtemps. » Il est entré dans le salon sans enlever sa veste. « J'ai une réunion dans 40 minutes. » J'ai apporté le thé et les biscuits et les ai posés sur la table basse. Étienne s'est assis sur le bord du canapé, tapotant ses doigts sur son genou, un geste que je ne connaissais que trop bien. Son père faisait la même chose quand il était contrarié. « Comment vont les enfants ?» demandai-je en m'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Et Pascal ?»« Ils vont bien, dit-il. »« Écoute, maman, c'est sérieux.
Il y a une situation. Il a fait une pause, cherchant ses mots. J'ai attendu, sentant déjà quelque chose de désagréable. Pascal et moi avons fait quelques calculs sur tes dépenses, a-t-il poursuivi. Ton loyer augmente. Tes courses coûtent plus cher. Ta retraite est un peu juste, n'est-ce pas? J'ai senti le rouge me monter aux joues. Donc, Étienne et sa femme avaient discuté de mes finances. Pensaient-ils vraiment que j'allais leur demander de l'argent? Je m'en sors très bien, répondis-je sèchement. Allons, maman. Je vois bien que tu as du mal à joindre les deux bouts. Pascal dit que tu as même arrêté d'acheter ces tisanes que tu aimes tant. Je n'ai pas dit un mot. En effet, j'avais dû renoncer à beaucoup de petites choses qui m'étaient autrefois accessibles, mais je ne m'en suis plainte ni à lui ni à ma belle-fille. On a pensé, a continué Étienne, que tu devrais te remettre à travailler. Travailler. Je ne pouvais cacher ma surprise. J'ai 67 ans, Étienne. Qui voudrait de moi? Justement, il y a un poste d'assistante administrative de libre dans notre entreprise. Rien de bien sorcier. Répondre au téléphone, accueillir les clients, trier le courrier. Je pense que tu peux t'en sortir. Je suis restée silencieuse, digérant ce que je venais d'entendre. D'un côté, un peu d'argent supplémentaire ne serait pas de refus. De l'autre, après 30 ans de travail, je rêvais d'une retraite bien méritée. Étienne, je ne suis pas sûre. Écoute, m'a-t-il interrompu brusquement. Je ne vais pas nourrir une bouche de plus. D'accord? J'ai ma propre famille, un crédit immobilier, des enfants qui grandissent. Pascal veut une nouvelle voiture. Je ne peux pas t'aider en plus. Les mots de mon fils m'ont frappé comme une gifle en plein visage. Une bouche de plus à nourrir. C'est ce que j'étais devenue pour lui. Un fardeau. Une bouche de plus. Je me suis souvenu de l'avoir allaité, d'avoir veillé des nuits entières quand il était malade, d'avoir fait des heures supplémentaires pour payer son université. Je ne t'ai jamais demandé d'argent. Ma voix tremblait de ressentiment. Et tu t'attends à une médaille pour ça, a-t-il grimacé. Maman, ne soyons pas mélodramatiques. Va simplement à l'entretien. J'ai déjà arrangé les choses avec nos RH, tu seras accepté. Le salaire n'est pas énorme, mais avec ta retraite, ce sera suffisant pour une vie normale. Je suis restée silencieuse, regardant son visage, si semblable à celui de son père. Le même pli dur aux lèvres, le même regard froid. C'était comme si le passé revenait, et que j'étais de nouveau assise en face de mon mari, écoutant ses reproches. L'entretien est demain à 10 heures. Étienne s'est levé. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Aimez quelque chose de décent, pas tes tenues de grand-mère. Il est parti sans toucher au biscuit que j'avais fait pour lui. Je suis restée assise dans le fauteuil, sentant les larmes couler sur mes joues. Une bouche de plus à nourrir. Étais-je vraiment devenue cela pour mon fils unique? Le soir, j'ai sorti un vieil album photo du placard. Voici Étienne, petit, souriant avec un trou entre les dents de devant. Le voilà entrant en première année, serrant ma main très fort. Et ici, sa remise de diplôme. Il est déjà sérieux dans un costume, regardant l'appareil photo avec une légère supériorité. Quand est-il devenu si froid? Peut-être que les gènes de son père étaient plus forts que mon amour. J'ai tourné la page et j'ai vu notre photo de mariage. Moi, jeune, avec de longs cheveux, dans une simple robe blanche. Et à côté de moi, Bruno, grand, beau, avec un sourire arrogant. À l'époque, je ne savais pas ce qui se cachait derrière ce sourire. Bruno semblait être l'homme parfait quand il me faisait la cour. Des fleurs, des compliments, de l'attention. Mais après notre mariage, les choses ont changé. Au début, ce n'était que de petites critiques sur ma cuisine, mes vêtements, ma façon de parler. Puis les disputes ont commencé, pour l'argent, pour le fait que je flirtais prétendument avec un voisin, pour chaque petite chose. J'ai supporté tout ça pour Étienne. Je ne voulais pas qu'il grandisse sans père. Et quand mon fils a eu 15 ans, Bruno est parti pour une jeune collègue de son bureau. Le divorce a été difficile. Bruno ne voulait pas diviser les biens. Il a essayé de réclamer la maison que nous avions achetée avec l'argent de mes parents, mais le tribunal m'a donné raison. La maison m'est restée, et Étienne, qui était déjà à l'université à l'époque, s'en fichait. Il n'a pas reproché à son père d'avoir quitté la famille. Au contraire, il lui rendait visite plus souvent qu'à moi. J'ai refermé l'album d'un coup sec et l'ai rangé dans le placard. On ne peut pas réparer le passé, mais on peut essayer de réparer le présent. Peut-être que ce travail n'était pas une si mauvaise idée.
Au moins, je serai entourée de gens au lieu de rester assise toute la journée dans une maison vide, et je pourrai payer mes propres factures sans subir l'humiliation d'être un fardeau pour mon fils. Ce matin-là, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Je suis restée longtemps devant mon armoire, choisissant mes vêtements. Cela faisait longtemps que je n'avais pas passé d'entretien d'embauche, pas depuis que j'avais commencé à travailler pour la compagnie d'assurance il y a 30 ans. J'ai opté pour le tailleur bleu marine que je portais pour les réunions d'entreprise. Il était un peu ample. J'avais perdu du poids l'année dernière à cause des économies constantes sur la nourriture, mais dans l'ensemble, il avait l'air décent. En me préparant, je repensais aux mots d'Étienne. Une bouche de plus à nourrir. Comment avait-il pu dire ça? Je n'avais jamais été un fardeau pour lui. Même après mon divorce avec Bruno, j'avais payé ses études toute seule. Même si j'avais dû prendre un deuxième emploi, je ne lui demandais pas d'aide maintenant. Je voulais juste le voir, lui et mes petits-enfants, plus souvent. Quand était-il devenu si insensible? Avant de partir, je me suis regardée dans le miroir. Des rides autour des yeux, des mèches grises dans mes cheveux châtains. Mais le regard était toujours le même. Têtu, comme disait Bruno. Eh bien, cette ténacité m'aiderait à passer l'entretien et à obtenir le poste. Pas pour Étienne, mais pour moi. Le bureau de Technosecure se trouvait dans un immeuble de verre à la périphérie de Valmont. De loin, j'ai remarqué l'enseigne moderne rétroéclairée et j'ai dégluti nerveusement. Mes 30 dernières années s'étaient écoulées dans un vieil immeuble en briques d'une compagnie d'assurance, avec du plâtre fissuré et des planchers qui craquaient. Ce cube de verre étincelant me semblait étranger et inhospitalier. J'ai ajusté le col de mon chemisier et jeté un dernier regard à mon reflet dans la vitre sombre d'une voiture garée. Avais-je l'air assez présentable? Le gris de mes cheveux était-il trop visible? La poudre cachait-elle les rides? En réajustant ma veste, j'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigée vers l'entrée. Les portes vitrées se sont ouvertes automatiquement devant moi. Le hall spacieux était frais et sentait une odeur de brise marine. Derrière le bureau de la réception, était assise une jeune fille aux cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle parlait au téléphone, l'appareil coincé entre l'épaule et l'oreille, tout en tapant rapidement quelque chose sur l'ordinateur. Quand elle m'a remarqué, elle a souri et m'a fait signe qu'elle serait bientôt libre. J'ai regardé autour de moi. Tout était moderne, minimaliste et, d'une certaine manière, froid. Murs blancs, sol gris, cloisons de verre. Au mur, des peintures abstraites dans des cadres austères. Dans un coin du hall se trouvait un aquarium avec des poissons tropicaux, la seule touche de couleur dans ce royaume monochrome. « Bonjour, je peux vous aider ?» La jeune fille avait fini de parler et me regardait maintenant avec un sourire professionnel. « Bonjour. Je m'appelle Hélène Lambert et j'ai un entretien pour le poste d'assistante administrative. »« Oui, bien sûr. » Elle a vérifié sur son ordinateur. « On vous attend aux ressources humaines. Prenez l'ascenseur jusqu'au 3e étage et tournez à droite. Il y aura un panneau indiquant RH. » Je l'ai remerciée et me suis dirigée vers l'ascenseur, essayant de marcher avec assurance, même si mes genoux tremblaient. Il y avait un miroir dans l'ascenseur, et je me suis de nouveau examinée méticuleusement. Le tailleur bleu marine qui m'allait si bien avant était maintenant un peu lâche. J'avais dû épingler la jupe à la taille. Chemisier ivoire, boucle d'oreilles en perles, un cadeau de mes parents pour mes 18 ans. Rien de moderne, mais j'avais l'air soignée et sérieuse. Le département des ressources humaines m'a accueilli avec le bourdonnement feutré des voix et le cliquetis des claviers. Un jeune homme assis au bureau le plus proche a levé la tête de son moniteur. « Vous êtes ici pour un entretien ?»« Oui, Hélène Lambert. »« Oh oui, nous vous attendons. » Il s'est levé et m'a tendu la main. « Benoît Perrin, spécialiste des RH. Allons dans la salle de conférence. » J'ai serré sa main, sèche et fraîche, et l'ai suivi dans le couloir. Benoît avait l'air très jeune, à peine la vingtaine. Ses cheveux bruns étaient soigneusement coupés. Ses lunettes à monture fine à la mode, son costume austère. Il se déplaçait rapidement et facilement, et j'ai dû presser le pas pour le suivre. La salle de réunion était une petite pièce avec une table ovale et quelques chaises. Un mur était entièrement vitré, offrant une vue sur la ville et les montagnes au loin. En d'autres temps, je me serais émerveillée de la vue, mais là, non. Mes nerfs étaient à vif. « Asseyez-vous. » Benoît a montré une chaise. « Je vais vous poser quelques questions d'abord. Puis Monsieur Talmont, notre directeur, sera là. Il mène personnellement les entretiens finaux avec tous les candidats. » J'ai hoché la tête,
essayant de cacher ma surprise. Le directeur d'une entreprise interrogerait une simple réceptionniste. Cela semblait étrange. Peut-être qu'Étienne lui avait demandé de m'accorder une attention particulière. Bien que, connaissant mon fils, je doutais qu'il demande une telle chose. Benoît a ouvert un dossier. Alors, Madame Lambert, parlez-moi un peu de votre expérience professionnelle. J'ai commencé à parler de ma carrière dans les assurances. 30 ans au même endroit, opératrice dans un centre d'appel, puis opératrice senior, puis superviseur d'une petite équipe. Benoît hochait la tête, prenant des notes, mais je pouvais voir à son expression que mon expérience n'était pas très impressionnante. Pourquoi avez-vous décidé de changer de carrière ? A-t-il demandé, sans lever les yeux de ses papiers. J'ai hésité. Je ne pouvais pas lui dire que mon fils me considérait comme une bouche de plus à nourrir et voulait que je gagne ma vie, n'est-ce pas ? J'ai récemment pris ma retraite, mais j'ai réalisé que je ne suis pas prête à rester à la maison. Je veux être utile, communiquer avec les gens. De plus, un revenu supplémentaire ne serait pas de refus. Benoît a de nouveau hoché la tête et a posé quelques questions standards supplémentaires sur mes compétences, mes points forts, mes faiblesses et ma volonté d'apprendre. J'ai répondu honnêtement, en essayant de ne pas embellir, mais sans non plus minimiser mes capacités. Oui, je ne suis pas une experte en technologie moderne, mais j'apprends vite. Oui, il me faudra du temps pour m'habituer au nouvel endroit, mais je suis responsable et efficace. Au milieu de l'entretien, la porte s'est ouverte et un homme grand, la soixantaine, avec une barbe grise soigneusement taillée et des yeux gris perçants, est entré dans la salle de réunion. Il portait un costume gris foncé, une chemise blanc cassée et une cravate bleu profond. Quelque chose dans son apparence me semblait vaguement familier, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. « Bonjour. » Sa voix était basse et douce. « Je suis Roland Talmont, le directeur de l'entreprise. » Il m'a tendu la main, et lorsque nos paumes se sont touchées, j'ai senti un léger picotement, comme de l'électricité statique. Roland a tenu ma main un peu plus longtemps que ne l'exigeaient les convenances, scrutant mon visage. « Hélène Lambert, me suis-je présentée, bien qu'il sût probablement déjà qui j'étais. C'est un plaisir. » Il a finalement lâché ma main et s'est assis sur la chaise en face de moi. « Benoît, avez-vous tout appris ce que vous deviez savoir ? » « Oui, monsieur. » Le jeune homme a hoché la tête. « Je viens de terminer les questions de base. » « Bien. » Roland m'a regardé avec un léger sourire. « Madame Lambert, votre fils, Étienne, est l'un de nos précieux employés. Il a mentionné que vous pourriez convenir pour le poste d'assistante administrative. » Donc, Étienne avait tout de même mis un mot pour moi. Étrange, compte tenu de son attitude de la veille. « Oui, il m'a parlé du poste vacant, » répondis-je prudemment. « Parlez-moi de vous, » a demandé Roland en se penchant en arrière dans sa chaise. « Pas sur le travail. Benoît a déjà tout appris ce qu'il devait savoir. Mais sur vous en tant que personne. Quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? » J'étais confuse. On ne pose généralement pas ce genre de questions lors d'un entretien d'embauche. Où le monde avait-il changé pendant que je travaillais dans la même entreprise? Eh bien, commençai-je en bégayant. Pour être honnête, j'ai été trop occupée par le travail et ma famille pour avoir de sérieux hobbies ces dernières années. Et avant? Avant? A insisté Roland. Quand vous étiez jeune, par exemple. Je me demandais pourquoi cela l'intéressait et pourquoi son visage me semblait si familier. J'aimais dessiner au lycée, dis-je finalement. Et lire. Je rêvais de voyager, de voir le monde, mais la vie en a décidé autrement. Vous avez grandi ici, à Valmont? A demandé Roland, en gardant son regard sur moi. Oui, je suis né et j'ai grandi ici. Je suis allé au lycée du Nord. Quelque chose a brillé dans ses yeux. De la reconnaissance, de l'intérêt, mais c'était fugace. Le lycée du Nord, a-t-il répété pensivement. Intéressant. J'y suis allé aussi pendant un certain temps. Mais ensuite, ma famille a déménagé et j'ai obtenu mon diplôme dans une autre ville. Alors c'était ça. Peut-être étions-nous camarades de classe ou simplement allés dans la même école à des époques différentes. Cela expliquerait pourquoi son visage me semblait familier, mais je ne me souvenais de personne nommée Roland. « En quelle année y étiez-vous » demandai-je curieusement. « Oh, c'était il y a longtemps » a-t-il souri, mais sans répondre directement. « Dites-moi, Hélène, êtes-vous douée avec les gens ?» Le changement soudain de sujet m'a déconcerté, mais je ne me suis pas laissé démonter. « Je suppose que oui. »
À la compagnie d'assurance, j'ai dû traiter avec toutes sortes de clients, y compris certains très difficiles. J'ai appris à trouver une approche pour presque tout le monde. C'est une compétence importante pour une assistante administrative. Roland a hoché la tête. Vous serez la première personne que nos clients verront en entrant dans le bureau. Leur première impression de l'entreprise dépend de vous. Il a posé quelques questions supplémentaires sur mon attitude au travail, ma volonté d'apprendre de nouvelles choses, ma gestion du stress. C'étaient toutes des questions d'entretien standard, mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans la façon dont il écoutait attentivement mes réponses, la façon dont il me regardait avec attention. « Que savez-vous de notre entreprise ?» a-t-il demandé quand j'ai fini de répondre à une autre question. « Pas grand-chose, pour être honnête, ai-je admis. Je sais que vous vous occupez de sécurité informatique et que mon fils travaille pour vous en tant que spécialiste dans ce domaine, mais je ne connais pas les détails. » Étienne n'aime pas parler de son travail. Oui, c'est un domaine très spécifique. Roland a hoché la tête. Nous assurons la protection des données pour des entreprises de toute taille, des petites firmes locales aux bureaux régionaux de grandes sociétés. Être assistante administrative ne nécessite pas de connaissances techniques, mais la confidentialité est l'un de nos principes fondamentaux. Vous devrez signer un accord de non-divulgation. Je comprends, dis-je. À la compagnie d'assurance, nous traitions également des informations confidentielles sur les clients. Roland a hoché la tête et a regardé Benoît. Avez-vous d'autres questions? Non, monsieur. J'ai déjà tout appris ce dont j'avais besoin, a-t-il répondu. Alors, veuillez nous laisser seuls un moment, a demandé Roland. Benoît a rassemblé ses papiers et a quitté la salle de réunion. Roland et moi étions seuls. Il est resté silencieux, continuant à m'étudier du regard, et je me suis senti mal à l'aise sous son examen. Dites-moi, Hélène, a-t-il finalement dit. Voulez-vous vraiment ce travail ou le faites-vous seulement parce qu'Étienne insiste? La question m'a prise par surprise. Comment savait-il pour notre conversation avec son fils? J'ai hésité, ne sachant comment répondre. Je ne voulais pas mentir, mais je ne me sentais pas à l'aise de dire la vérité. Étienne a mentionné que vous aviez récemment pris votre retraite, mais que vous aviez des difficultés financières, a expliqué Roland, voyant ma confusion. Et qu'il vous avait suggéré d'essayer de travailler pour nous. C'était la moitié de la vérité. Il n'avait pas mentionné la bouche de plus à nourrir et sa réticence à aider sa mère. Oui, c'est vrai, répondis-je. Ma retraite est vraiment courte, et rester à la maison à compter les centimes n'est pas la chose la plus agréable à faire. J'ai l'habitude de travailler, d'être parmi les gens. Ces derniers mois ont été difficiles. Roland a hoché la tête avec compréhension. La retraite est un défi sérieux pour une personne active. Beaucoup de gens se sentent inutiles, rejetés de la vie. C'est exact. J'ai été surprise par sa compréhension. C'est comme si on vous avait mis au rebut, même si vous êtes encore pleine d'énergie et pouvez être utile. Je connais ce sentiment. Il a souri. J'ai 65 ans aussi, et beaucoup de mes pairs profitent déjà d'une retraite bien méritée, mais je ne peux pas m'imaginer sans travail. Je l'ai regardé attentivement. 65 ans. Il avait l'air plus jeune malgré les cheveux gris. En forme, énergique, avec un regard vif et un léger sourire. Encore cette sensation insaisissable que je le connaissais. Peut-être nous étions-nous rencontrés en ville. Valmont n'est pas si grande. Revenons au travail, a poursuivi Roland. Horaire standard de 9h à 17h, 5 jours par semaine. Le salaire. Il a cité un montant plus élevé que ce à quoi je m'attendais, plus une mutuelle santé et des congés payés. Qu'en pensez-vous? Ça semble très bien, répondis-je honnêtement. Avec ce salaire plus ma retraite, je pourrais non seulement payer mes factures, mais aussi économiser un peu. Peut-être même économiser pour ce voyage en Europe dont j'avais rêvé toute ma vie. Excellent. Roland s'est levé. Félicitations, Hélène. Bienvenue dans l'équipe de Technoscure. Benoît préparera tous les documents nécessaires et vous pourrez commencer lundi prochain. Ça vous convient? Je me suis levée aussi, ressentant un étrange mélange de joie et de perplexité. Était-ce vraiment si facile? Plus d'entretiens, plus de tests, plus de vérifications. Oui, bien sûr, dis-je. Mais êtes-vous sûr? Je veux dire, mon âge, mon manque d'expérience dans votre domaine. Je suis absolument sûr, a dit fermement Roland. Vous avez beaucoup d'expérience de la vie. Vous savez communiquer avec les gens. Vous êtes responsable et discipliné.
C'est exactement ce dont nous avons besoin. Il m'a de nouveau tendu la main, et je l'ai serrée, encore incrédule face à ma bonne fortune. Merci pour votre confiance, dis-je. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je sais, a-t-il souri, ce sourire spécial à nouveau, celui qui disait qu'il savait quelque chose sur moi que j'ignorais. On se voit lundi, Hélène. En sortant de l'immeuble, j'ai pris une grande bouffée d'air frais d'automne. Tout s'était passé si vite et de manière si inattendue que je ne pouvais toujours pas comprendre ce qui s'était passé. J'ai un travail, et pas un mauvais travail, avec un salaire décent et des conditions normales. Je ne me sentirai plus comme une retraitée inutile assise entre quatre murs. Mais avec ma joie, je ressentais une étrange anxiété. Quelque chose dans cet entretien était inhabituel. Pourquoi le directeur de l'entreprise interrogeait-il personnellement une candidate pour un poste aussi ordinaire? Pourquoi me scrutait-il si attentivement? Et surtout, pourquoi me semblait-il si familier? Sur le chemin du retour, j'ai essayé de me souvenir où j'aurais pu le voir. Peut-être était-il un client de la compagnie d'assurance. Ou nous étions-nous croisés lors d'un événement en ville. Ou, comme il l'a dit, nous étions allés au même lycée? Le lycée du Nord. J'ai passé en revue les visages de mes camarades de classe, des professeurs, des élèves de la même promotion. Non, je ne me souvenais de personne nommée Roland. Même si cela faisait presque 50 ans, ma mémoire aurait pu me faire défaut. À la maison, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Étienne pour lui annoncer la nouvelle. Il n'a pas décroché, alors j'ai laissé un message sur le répondeur. Puis j'ai fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les feuilles tomber dans le jardin. Demain, je devrais aller faire les magasins pour acheter quelque chose de convenable pour le bureau. Ma garde-robe n'avait pas été renouvelée depuis longtemps, et je ne voulais pas arriver à mon nouveau travail avec de vieux vêtements. Mes pensées sont revenues à Roland Talmont. Il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont il m'avait regardé, la façon dont il m'avait posé des questions, comme s'il cherchait la confirmation d'une intuition. Et cette histoire de lycée du Nord. Pourquoi avait-il même demandé où j'étais allé au lycée? Les entretiens portent généralement sur les études supérieures, pas sur les écoles. Le téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. C'était Étienne. « Salut, maman. » Sa voix semblait tendue. « J'ai eu ton message. Alors, tu as eu l'entretien? » « Oui, répondis-je en essayant de cacher ma joie. Monsieur Talmont m'a offert le poste. Je commence lundi. Talmont t'a reçu en entretien. Il y avait de la surprise dans la voix de mon fils, et autre chose. De l'anxiété. Oui, il m'a reçu très gentiment, dis-je. D'ailleurs, il a mentionné qu'il était allé au lycée du Nord, comme moi. Sais-tu quand exactement? Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Il y eut une pause sur la ligne. Je n'en ai aucune idée, a dit Étienne. Écoute, maman, je dois y aller. Je t'appellerai plus tard. Il a raccroché, me laissant perplexe. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Il m'avait proposé le travail et maintenant il agissait bizarrement. J'ai posé le téléphone et j'ai de nouveau regardé par la fenêtre. Ma petite voix intérieure me disait qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans cette histoire de travail. Roland Talmont en savait clairement plus sur moi qu'il ne le laissait paraître. Et il y avait quelque chose qu'Étienne ne me disait pas non plus. Mais quoi qu'il en soit, j'avais un travail maintenant. Un nouveau départ à 67 ans. Qui l'eût cru? J'ai souri à mes pensées et j'ai bu une gorgée de thé. Quoi qu'il y ait derrière ce tournant inattendu du destin, j'étais prête à relever le défi. Le lundi matin était clair et froid. Le givre argentait l'herbe et le bas soleil d'automne peignait d'or la cime des arbres. Je me suis réveillée 1 heure avant mon réveil. Trop excitée pour dormir. Premier jour de travail dans un nouvel endroit. Premier jour de travail en 30 ans qui ne soit pas dans le bureau familier d'une compagnie d'assurance. J'ai mis longtemps à choisir quoi porter. Vendredi, après l'entretien, j'avais dépensé une partie de l'argent que j'avais mis de côté pour les coups durs et j'avais acheté un nouveau tailleur. Un costume bordeaux foncé avec une jupe droite aux genoux et une veste cintrée. Pour aller avec, un chemisier crème et des chaussures basses à talons larges. En me regardant dans le miroir, j'étais satisfaite. J'avais l'air sérieuse, mais pas démodée. Pendant le petit déjeuner, j'ai passé en revue dans ma tête tous les scénarios possibles pour la première journée. Qui allait me mettre au courant? Serais-je présentée à tous les employés? Serais-je capable de gérer mes nouvelles responsabilités? Et si je n'y arrivais pas? Et si Roland Talmont était déçu de son choix? Ces pensées tourbillonnaient dans ma tête tout le long du trajet jusqu'au bureau.
La journée s'annonçait ensoleillée mais fraîche. L'automne doré est ma saison préférée. Autrefois, dans ma jeunesse, j'adorais peindre des paysages d'automne. Je me demande si ce talent est toujours intact. Peut-être devrais-je acheter des peintures et essayer. Technoscure ne semblait plus si étranger et hostile que le jour de l'entretien. J'ai franchi les portes vitrées avec le sentiment de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Derrière le bureau de la réception se tenait la même jeune fille blonde. Elle m'a souri. « Bonjour. Vous devez être Hélène Lambert. Je suis Amélie, l'assistante administrative. C'est moi qui vais vous mettre au courant. » J'ai serré la main qu'elle me tendait, notant la poignée ferme et le sourire sincère. Amélie avait l'air très jeune, probablement fraîchement sortie de l'université. « C'est un plaisir, Amélie. J'espère que je m'adapterai rapidement. » « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air, m'a-t-elle assuré. « Venez, je vais vous montrer votre bureau et vous expliquer ce que vous devez faire. » Mon bureau était à côté de la réception, un endroit pratique pour voir tout le monde aller et venir. Un ordinateur, un téléphone avec plusieurs lignes, et des piles bien rangées de papiers, de dossiers et de fournitures de bureau. « Voici votre ordinateur, » a dit Amélie en allumant le moniteur. « Le mot de passe est temporaire, mais vous pourrez le changer plus tard. Le programme de base est très simple. Vous enregistrez les visiteurs ici, le courrier entrant ici, et le courrier sortant là. Voici un calendrier des réunions et des rendez-vous. » Elle m'a montré comment utiliser toutes les fonctions du programme, comment répondre aux appels et les transférer aux bons employés, comment accueillir les visiteurs. Tout était assez simple et logique. La chose la plus importante est la confidentialité, a souligné Amélie. Nous avons des clients qui ne veulent pas rendre public le fait qu'ils utilisent des services de cybersécurité. Certains préfèrent se rencontrer en dehors du bureau. Les informations sur qui rend visite à qui sont strictement confidentielles. J'ai hoché la tête, comprenant la gravité de la question. À la compagnie d'assurance, nous gardions également les données des clients strictement confidentielles. « Où travaille mon fils ?» demandai-je par curiosité. « Étienne Lambert. C'est un spécialiste de la cybersécurité. »« Oh, Étienne !» Amélie a souri. Son bureau est au 4e étage, dans le département technique. Il descend rarement ici, il travaille surtout avec les clients sur le terrain. Je n'avais pas vu mon fils depuis cet appel téléphonique après l'entretien. Il n'avait pas répondu à mes SMS de tout le week-end, et je commençais à m'inquiéter. Peut-être devrais-je monter lui dire bonjour. Mais Amélie me faisait déjà visiter le bureau, me présentant aux autres employés. La plupart étaient jeunes, moins de 35 ans, et je me sentais vieille parmi eux. Mais tout le monde était poli et amical. Personne n'avait l'air dédaigneux ou apitoyé, ce que je craignais secrètement. À midi, ma tête était pleine de nouvelles informations, et les noms du personnel se confondaient. J'ai tout noté dans un carnet pour ne pas oublier, et j'ai suivi diligemment les instructions d'Amélie. Le téléphone sonnait presque constamment et il y a eu quelques visiteurs qu'il a fallu enregistrer et escorter jusqu'au bon bureau. « Vous vous en sortez très bien », m'a encouragé Amélie pendant ma pause déjeuner. Beaucoup de nouveaux arrivants se perdent avec tout ce flux d'informations. Merci. J'étais reconnaissante pour cet encouragement. J'essaie juste de tout noter pour ne pas oublier. Nous étions assises dans une petite cafétéria au 1er étage du bâtiment. J'avais apporté mon déjeuner de la maison, un sandwich à la dinde et une pomme, et Amélie avait pris une salade à la cafétéria. « Parlez-moi de vous », a-t-elle demandé, une fourchette pleine de laitue. « Comment en êtes-vous venu à travailler pour nous ?» J'ai hésité, ne sachant pas quoi dire. Finalement, j'ai décidé de m'en tenir à la même histoire que j'avais racontée lors de l'entretien. J'ai récemment pris ma retraite, mais j'ai réalisé que je n'étais pas prête à rester à la maison. Je veux être parmi les gens, me sentir utile. De plus, un revenu supplémentaire ne fait jamais de mal. « Depuis combien de temps votre fils travaille-t-il ici ?» a demandé Amélie. « 5 ans, si je me souviens bien, » dis-je. Étienne ne parle pas beaucoup de son travail, cependant. J'allais ajouter quelque chose d'autre, mais Étienne est entré dans la cafétéria. Quand il m'a vu, il s'est figé un instant, puis s'est dirigé rapidement vers notre table. « Maman !» Sa voix semblait tendue. « Je peux te parler 1 minute ?» Je me suis excusée auprès d'Amélie et je me suis retirée dans un coin de la cafétéria avec mon fils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé en baissant la voix, mais sans cacher son agacement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»
J'étais surprise. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Je te l'ai dit vendredi. Je pensais que tu changerais d'avis. Il avait l'air mécontent. Écoute, maman, ce n'est pas une bonne idée de travailler dans la même entreprise. Ça crée des complications. Quel genre de complications? Je ne comprends pas. Tu m'as proposé le poste. Tu as dit que tu ne voulais pas nourrir une bouche de plus. Tu te souviens? Étienne a grimacé comme s'il avait mal aux dents. Oui, mais je ne pensais pas que Talmont t'embaucherait vraiment. Il fait généralement passer 3 ou 4 entretiens aux candidats. Eh bien, je suppose que j'ai fait bonne impression, dis-je, commençant à m'énerver. Quel est le problème, Étienne? C'est toi qui voulais que je travaille. Maintenant, j'ai un travail. N'est-ce pas ce que tu voulais? C'est juste que... Il a hésité. Je ne veux pas que mes collègues sachent que tu es ma mère. Ça pourrait donner l'impression que j'ai pistonné pour ton poste. J'ai senti mes joues rougir. Avait-il honte de moi? Honte de sa propre mère? Ne t'inquiète pas, dis-je froidement. Je ne dirai à personne que je suis ta mère et je ne te dérangerai pas du tout au travail. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire, a commencé Étienne. Mais il a été interrompu par une voix au haut-parleur. Étienne Lambert, veuillez vous présenter au bureau du directeur. Il a sursauté et regardé sa montre. Merde. Talmont veut me voir. On en reparle plus tard. Étienne est sorti rapidement de la cafétéria et je suis retournée à la table où Amélie attendait. Tout va bien? A-t-elle demandé, inquiète. Oui, juste des histoires de famille. J'ai essayé de sourire, mais ce n'était pas très convaincant. Après le déjeuner, je me suis remise au travail. J'ai répondu au téléphone, enregistré des visiteurs et trié le courrier. Amélie m'a montré comment utiliser le photocopieur et le scanner, comment commander de la papeterie et des fournitures. Le temps a filé et la journée s'est bientôt terminée. C'est tout pour aujourd'hui, a dit Amélie en éteignant son ordinateur. Vous avez fait un excellent travail pour un premier jour, Hélène. Merci pour ton aide, dis-je sincèrement. Sans toi, j'aurais été perdue. Je rangeais déjà mes affaires quand j'ai vu Étienne descendre les escaliers. Son visage était pâle et ses yeux lançaient des éclairs. Quand il m'a vu, il a brusquement changé de direction et s'est approché de mon bureau. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, essayant de garder sa voix basse, mais je pouvais entendre la rage mal contenue dans son ton. Bien sûr. J'ai regardé Amélie. À demain. Elle a hoché la tête, jetant un rapide coup d'œil à Étienne, et est sortie du bureau. Nous étions seuls. Les derniers employés étaient déjà partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je, bien que je puisse dire à son visage que quelque chose de grave était arrivé. Ce qui s'est passé? A presque sifflé Étienne. Talmont m'a viré. Voilà ce qui s'est passé. J'ai regardé mon fils, stupéfaite, incapable de croire ce que j'entendais. Viré? Mais pourquoi? Tu ne sais pas. Il s'est approché, le visage tordu de colère. Tu as tout manigancé, n'est-ce pas? Tu as séduit ce vieil homme pour te débarrasser de moi. Quoi? J'ai fait un pas en arrière, choqué par ces mots. De quoi parles-tu? Je n'ai séduit personne. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Étienne a haussé le ton. Talmont a dit qu'il m'avait entendu te parler à la cafétéria, que j'étais irrespectueux envers ma mère, qu'une telle personne ne pouvait pas travailler pour son entreprise. Je suis restée silencieuse, essayant de comprendre ce que j'avais entendu. Roland Talmont avait renvoyé Étienne à cause de la façon dont il m'avait parlé. Cela semblait incroyable. Étienne, je te jure que je ne savais rien, dis-je. Et je n'ai certainement séduit personne. Monsieur Talmont a juste été impliqué. Impliqué. Étienne a ri amèrement. Un célibataire de 65 ans qui s'intéresse soudainement à une vieille femme qu'il n'a vue qu'une fois dans sa vie. Ne me fais pas rire, maman. Tu lui as dit quelque chose sur moi, n'est-ce pas? Non. J'étais indignée par ces accusations. Je n'ai pas du tout parlé de toi lors de l'entretien. Je n'ai certainement rien dit de mal. Alors pourquoi m'a-t-il renvoyé? A insisté Étienne. 5 ans de travail parfait et soudain. Il me renvoie à cause d'une conversation privée avec ma mère. Comment expliques-tu ça? Je ne savais pas quoi dire. Toute la situation semblait absurde. Roland Talmont avait-il vraiment renvoyé Étienne juste parce qu'il avait entendu notre conversation à la cafétéria? Cela semblait étrange, même pour l'employeur le plus scrupuleux.
Peut-être que tu as mal compris quelque chose, suggérai-je. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons. Il a dit sans embâche que c'était à cause de la façon dont je t'ai parlé. Étienne a frappé du poing sur la table. Et tu sais quoi d'autre? Il m'a offert 3 mois de salaire comme indemnité de départ. C'est comme s'il m'achetait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit. Je commençais à m'impatienter aussi. Arrête de me blâmer pour tous tes problèmes, Étienne. Je ne t'ai pas demandé de venir me voir avec cette offre d'emploi. Je ne t'ai pas demandé de me dire que tu ne voulais pas nourrir une bouche de plus. Et je n'ai certainement pas demandé à Monsieur Talmont de te renvoyer. Étienne m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Je haussais rarement la voix, surtout avec lui. Toute ma vie, j'avais essayé d'être la mère parfaite. Soutenante, compréhensive, prête à tout pour mon fils. Mais maintenant, la coupe de ma patience débordait. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Talmont, a dit Étienne d'une voix plus calme, mais avec non moins de venin. Mais je suis sûr que tu as quelque chose à voir avec mon licenciement, et je ne l'oublierai pas, mère. Je ne l'oublierai pas. Il s'est retourné et s'est dirigé rapidement vers la sortie. Je suis resté là, abasourdi par ses paroles et par toute la situation. Comment ma première journée de travail avait-elle pu se transformer en un tel cauchemar? Hélène. La voix de Roland Talmont m'a fait sursauter. Je me suis retourné et je l'ai vu debout à la porte de son bureau. Puis-je vous parler une minute? J'ai hoché la tête mécaniquement et je l'ai suivi. Le bureau du directeur était spacieux, avec de grandes baies vitrées donnant sur les montagnes. Mobilier en bois sombre, décoration minimaliste et un bureau parfaitement organisé. Asseyez-vous, a dit Roland en montrant la chaise visiteur. Je pense que nous devons parler. Je me suis assise, sentant mes genoux trembler. Et si Étienne avait raison et que Roland Talmont avait un plan pour moi? Et s'il avait vraiment renvoyé mon fils à cause de moi? J'ai entendu votre conversation avec votre fils, a dit Roland en s'asseyant en face de moi. Je m'en excuse. Je ne voulais pas écouter aux portes, mais vos voix étaient assez fortes. Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Je veux clarifier les choses tout de suite, a poursuivi Roland. Je n'ai pas renvoyé Étienne parce qu'il vous a parlé de manière irrespectueuse. Je veux dire, ça a joué un rôle, mais ce n'était pas la raison principale. Quelle était la raison principale? Demandai-je, ne comprenant toujours pas. Roland a soupiré et s'est adossé à son fauteuil. Voyez-vous, Hélène, votre fils est un très bon technicien, mais dernièrement, nous avons eu des problèmes avec son attitude envers ses collègues et les clients. 3 plaintes au cours du dernier mois, c'est beaucoup, même pour le technicien le plus brillant. J'allais avoir une conversation sérieuse avec lui et lui donner un dernier avertissement. Mais quand je l'ai entendu vous parler, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai écouté attentivement, essayant de voir s'il disait la vérité. Ses paroles semblaient sincères, mais quelque chose me disait que ce n'était pas toute l'histoire. Pourquoi m'avez-vous embauché? Lui demandai-je directement. Vraiment, pourquoi? Vous n'avez même pas vérifié mes références. Roland a souri doucement, presque tristement. Parce que je vous connais, Hélène. Je vous connais depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. J'ai froncé les sourcils, essayant de comprendre de quoi il parlait. Nous nous sommes déjà rencontrés? Je ne me souviens pas. Lycée du Nord, a-t-il dit. Année 1974, la classe de Monsieur Harrison. J'ai senti mon pouce accélérer. 1974, j'avais 16 ans, en première. Monsieur Harrison enseignait la littérature. Mais, j'ai essayé de me souvenir de mes camarades de classe. Je ne me souvenais de personne nommée Roland. Je m'appelais Robert à l'époque, a-t-il dit. Robert Aubry. Je suis devenu Roland plus tard, quand j'ai pris le deuxième prénom de mon grand-père et le nom de famille de ma mère. Elle a insisté après le divorce de mes parents. Robert Aubry. Les souvenirs sont revenus soudainement. Un grand garçon mince avec une tignasse de cheveux bruns et un regard sérieux. Nous étions assis l'un à côté de l'autre en cours de littérature. Il était toujours le premier à lever la main quand le professeur posait une question difficile. Nous avions travaillé ensemble sur un projet sur Gatsby le Magnifique. Bob, dis-je avec hésitation, le surnom que mes camarades de classe lui donnaient. Il a hoché la tête et ses yeux se sont illuminés. Oui, et là. Bob Aubry. Et là. Personne d'autre que lui ne m'avait jamais appelé comme ça. C'était son surnom spécial pour moi quand nous avions commencé à sortir ensemble au printemps 74.
Notre brève romance s'était terminée l'été où sa famille avait déménagé dans une autre région. Ce n'est pas possible, murmurai-je en levant les yeux vers son visage. Je voyais maintenant des traits familiers, les mêmes yeux gris, la même coupe de lèvres, la même fossette sur le menton. C'est juste que les rides, les cheveux gris et le temps l'avaient changé au-delà de toute reconnaissance. Bob, c'est vraiment toi. C'est moi, a-t-il souri. Je n'étais pas sûr que tu te souviendrais. Ça fait tellement d'années. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Demandai-je, n'en croyant toujours pas mes yeux. Je voulais m'assurer que c'était bien toi. Les gens changent, et là. Tu as changé. J'ai changé. Mais quand je t'ai vu à l'entretien, quelque chose dans tes yeux était toujours pareil. Quelque chose dont je me suis souvenu toutes ces années. Je suis restée silencieuse, digérant ces paroles. Bob Aubry, mon premier amour, le premier garçon qui m'avait invité à sortir, le premier baiser, le premier chagrin d'amour quand il était parti. Nous nous étions écrit des lettres pendant quelques mois, puis nous avions arrêté. J'étais allée à l'université, j'avais rencontré Bruno, je m'étais mariée, la vie avait continué. Et tu t'es souvenu de moi tout ce temps? Demandai-je, incrédule. Pas seulement souvenu, sa voix est devenue plus calme. J'ai cherché. Quand je suis revenue à Valmont il y a 15 ans, j'ai essayé de te retrouver, mais tu étais déjà mariée, avec un autre nom de famille. Et puis j'ai vu le CV d'Étienne Lambert et j'ai remarqué que sa mère s'appelait Hélène, un prénom pas si courant. J'espérais que c'était toi, mais je n'étais pas sûre. Quand il t'a proposé pour le poste de réceptionniste, je n'en croyais pas ma chance. Alors, tu m'as embauché juste parce que nous nous connaissions au lycée. J'essayais toujours de comprendre la situation. Pas seulement pour ça, a répondu sérieusement Roland. Tu es vraiment la bonne personne pour le poste. Tu as beaucoup d'expérience avec les gens. Tu es responsable, organisé. Disons que c'est juste une heureuse coïncidence. Je le fixais, essayant de faire correspondre l'image de Bob, 16 ans, avec cet homme d'affaires confiant. Le Bob dont je me souvenais était timide, plongé dans les livres, un peu maladroit. Ce Roland dégageait une force tranquille et de l'assurance. Et Étienne, demandai-je, l'as-tu renvoyé à cause de moi? Non, a répondu fermement Roland. Je l'ai renvoyé parce qu'il ne correspondait pas aux valeurs de notre entreprise. Sa façon de te parler, à toi, sa mère, la femme qui l'a élevé et lui a donné une éducation, ça montre son vrai caractère. Et je ne veux pas travailler avec des gens comme ça, peu importe à quel point ils sont bons. Je me suis souvenu des paroles d'Étienne, de son accusation selon laquelle j'avais séduit son patron. Comme c'était loin de la vérité, et comme il était douloureux que mon propre fils puisse penser une telle chose. Il m'a accusé d'être, que nous. Je n'ai pas pu finir la phrase. J'ai entendu ça. Roland a secoué la tête. Je suis désolé qu'il te parle comme ça. Personne ne mérite d'être traité de cette façon, surtout par ses propres enfants. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Toute la journée avait été trop intense. Le nouveau travail, le licenciement d'Étienne, ses accusations, et maintenant cette incroyable révélation que mon nouveau patron est mon premier amour du lycée. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Tu n'as rien à dire, a répondu doucement Roland. Sache simplement que ton travail ici n'a rien à voir avec Étienne. Tu as gagné cette place par toi-même, par ton expérience et tes qualités. Et notre passé, eh bien, c'est juste un joli bonus. Pour moi, en tout cas. Il a souri, et dans son sourire, j'ai vu un écho du garçon que j'avais connu il y a 50 ans. Celui qui m'écrivait des poèmes dans les marges de mon cahier de littérature. Celui qui m'avait offert mon premier bouquet de fleurs sauvages. Celui que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur de jeune fille de 16 ans. Pour moi aussi, répondis-je doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mes lèvres s'étirer en un sourire sincère. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Septembre a fait place à octobre, puis à novembre. Les feuilles des arbres ont jauni et sont tombées, révélant des branches noires contre le ciel gris. Les gelées matinales sont devenues monnaie courante, et le soir, j'augmentais de plus en plus le chauffage dans ma petite maison. Les premières semaines à mon nouveau travail n'ont pas été aussi difficiles que je l'avais craint. Amélie m'a patiemment expliqué les tenants et les aboutissants du poste, et le reste du personnel a été compréhensif face à mes inévitables erreurs. Progressivement, je me suis familiarisée avec le programme informatique d'enregistrement des visiteurs. J'ai appris à basculer rapidement les lignes téléphoniques et j'ai mémorisé les noms de tout le monde dans l'entreprise. Tu apprends vite, Hélène, m'a dit Amélie un jour,
alors que je transférais avec précision un appel difficile d'un client furieux. Beaucoup de nouveaux mettent beaucoup plus de temps à comprendre. Ces paroles ont réchauffé mon âme. J'essayais vraiment de faire de mon mieux, et c'était agréable de voir que c'était remarqué. Après 30 ans au même endroit, j'avais peur de ne pas pouvoir m'adapter à de nouvelles conditions, d'être un dinosaure parmi de jeunes employés férus de technologie. Mais mes craintes étaient vaines. Mi-octobre, Amélie a annoncé qu'elle partait. Son petit ami avait trouvé un emploi à Seattle, et elle déménageait avec lui. J'ai sincèrement félicité la jeune fille, même si, intérieurement, j'avais peur. Qui serait mon soutien maintenant? Qui m'aiderait si je me trouvais face à une tâche que je ne maîtrisais pas encore? Lycée du Nord, a-t-il dit. Année 1974, la classe de Monsieur Harrison. J'ai senti mon pouce accélérer. 1974, j'avais 16 ans, en première. Monsieur Harrison enseignait la littérature. Mais, j'ai essayé de me souvenir de mes camarades de classe. Je ne me souvenais de personne nommée Roland. Je m'appelais Robert à l'époque, a-t-il dit. Robert Aubry. Je suis devenu Roland plus tard, quand j'ai pris le deuxième prénom de mon grand-père et le nom de famille de ma mère. Elle a insisté après le divorce de mes parents. Robert Aubry. Les souvenirs sont revenus soudainement. Un grand garçon mince avec une tignasse de cheveux bruns et un regard sérieux. Nous étions assis l'un à côté de l'autre en cours de littérature. Il était toujours le premier à lever la main quand le professeur posait une question difficile. Nous avions travaillé ensemble sur un projet sur Gatsby le Magnifique. Bob, dis-je avec hésitation, le surnom que mes camarades de classe lui donnaient. Il a hoché la tête et ses yeux se sont illuminés. Oui, et là. Bob Aubry. Et là. Personne d'autre que lui ne m'avait jamais appelé comme ça. C'était son surnom spécial pour moi quand nous avions commencé à sortir ensemble au printemps 74. Notre brève romance s'était terminée l'été où sa famille avait déménagé dans une autre région. Ce n'est pas possible, murmurai-je en levant les yeux vers son visage. Je voyais maintenant des traits familiers, les mêmes yeux gris, la même coupe de lèvres, la même fossette sur le menton. C'est juste que les rides, les cheveux gris et le temps l'avaient changé au-delà de toute reconnaissance. Bob, c'est vraiment toi. C'est moi, a-t-il souri. Je n'étais pas sûr que tu te souviendrais. Ça fait tellement d'années. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Demandai-je, n'en croyant toujours pas mes yeux. Je voulais m'assurer que c'était bien toi. Les gens changent, et là. Tu as changé. J'ai changé. Mais quand je t'ai vu à l'entretien, quelque chose dans tes yeux était toujours pareil. Quelque chose dont je me suis souvenu toutes ces années. Je suis restée silencieuse, digérant ces paroles. Bob Aubry, mon premier amour, le premier garçon qui m'avait invité à sortir, le premier baiser, le premier chagrin d'amour quand il était parti. Nous nous étions écrit des lettres pendant quelques mois, puis nous avions arrêté. J'étais allée à l'université, j'avais rencontré Bruno, je m'étais mariée, la vie avait continué. Et tu t'es souvenu de moi tout ce temps? Demandai-je, incrédule. Pas seulement souvenu, sa voix est devenue plus calme. J'ai cherché. Quand je suis revenue à Valmont il y a 15 ans, j'ai essayé de te retrouver, mais tu étais déjà mariée, avec un autre nom de famille. Et puis j'ai vu le CV d'Étienne Lambert et j'ai remarqué que sa mère s'appelait Hélène, un prénom pas si courant. J'espérais que c'était toi, mais je n'étais pas sûre. Quand il t'a proposé pour le poste de réceptionniste, je n'en croyais pas ma chance. Alors, tu m'as embauché juste parce que nous nous connaissions au lycée. J'essayais toujours de comprendre la situation. Pas seulement pour ça, a répondu sérieusement Roland. Tu es vraiment la bonne personne pour le poste. Tu as beaucoup d'expérience avec les gens. Tu es responsable, organisé. Disons que c'est juste une heureuse coïncidence. Je le fixais, essayant de faire correspondre l'image de Bob, 16 ans, avec cet homme d'affaires confiant. Le Bob dont je me souvenais était timide, plongé dans les livres, un peu maladroit. Ce Roland dégageait une force tranquille et de l'assurance. Et Étienne, demandai-je, l'as-tu renvoyé à cause de moi? Non, a répondu fermement Roland. Je l'ai renvoyé parce qu'il ne correspondait pas aux valeurs de notre entreprise. Sa façon de te parler, à toi, sa mère, la femme qui l'a élevé et lui a donné une éducation, ça montre son vrai caractère. Et je ne veux pas travailler avec des gens comme ça, peu importe à quel point ils sont bons. Je me suis souvenu des paroles d'Étienne, de son accusation selon laquelle j'avais séduit son patron. Comme c'était loin de la vérité, et comme il était douloureux que mon propre fils puisse penser une telle chose. Il m'a accusé d'être
Que nous. Je n'ai pas pu finir la phrase. J'ai entendu ça. Roland a secoué la tête. Je suis désolé qu'il te parle comme ça. Personne ne mérite d'être traité de cette façon, surtout par ses propres enfants. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Toute la journée avait été trop intense. Le nouveau travail, le licenciement d'Étienne, ses accusations, et maintenant cette incroyable révélation que mon nouveau patron est mon premier amour du lycée. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Tu n'as rien à dire, a répondu doucement Roland. Sache simplement que ton travail ici n'a rien à voir avec Étienne. Tu as gagné cette place par toi-même, par ton expérience et tes qualités. Et notre passé, eh bien, c'est juste un joli bonus. Pour moi, en tout cas. Il a souri, et dans son sourire, j'ai vu un écho du garçon que j'avais connu il y a 50 ans. Celui qui m'écrivait des poèmes dans les marges de mon cahier de littérature. Celui qui m'avait offert mon premier bouquet de fleurs sauvages. Celui que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur de jeune fille de 16 ans. Pour moi aussi, répondis-je doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mes lèvres s'étirer en un sourire sincère. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Septembre a fait place à octobre, puis à novembre. Les feuilles des arbres ont jauni et sont tombées, révélant des branches noires contre le ciel gris. Les gelées matinales sont devenues monnaie courante, et le soir, j'augmentais de plus en plus le chauffage dans ma petite maison. Les premières semaines à mon nouveau travail n'ont pas été aussi difficiles que je l'avais craint. Amélie m'a patiemment expliqué les tenants et les aboutissants du poste, et le reste du personnel a été compréhensif face à mes inévitables erreurs. Progressivement, je me suis familiarisé avec le programme informatique d'enregistrement des visiteurs. J'ai appris à basculer rapidement les lignes téléphoniques et j'ai mémorisé les noms de tout le monde dans l'entreprise. Tu apprends vite, Hélène, m'a dit Amélie un jour, alors que je transférais avec précision un appel difficile d'un client furieux. Beaucoup de nouveaux mettent beaucoup plus de temps à comprendre. Ces paroles ont réchauffé mon âme. J'essayais vraiment de faire de mon mieux et c'était agréable de voir que c'était remarqué. Après 30 ans au même endroit, j'avais peur de ne pas pouvoir m'adapter à de nouvelles conditions, d'être un dinosaure parmi de jeunes employés férus de technologie. Mais mes craintes étaient vaines. Mi-octobre, Amélie a annoncé qu'elle partait. Son petit ami avait trouvé un emploi à Seattle et elle déménageait avec lui. J'ai sincèrement félicité la jeune fille, même si, intérieurement, j'avais peur. Qui serait mon soutien maintenant? Qui m'aiderait si je me trouvais face à une tâche que je ne maîtrisais pas encore? Ne t'inquiète pas, a dit Amélie comme si elle avait lu dans mes pensées. Tu as déjà tout appris. Je t'ai même fait un petit mémo, au cas où. Elle m'a tendu un dossier soigné avec des instructions détaillées. Le dernier jour de travail d'Amélie, le personnel lui a organisé une fête d'adieu. Tout le monde s'est réuni dans la salle de conférence, buvant du champagne, offrant des cadeaux et lui souhaitant bonne chance pour la suite. J'avais également préparé un petit présent, une écharpe que j'avais tricotée moi-même. Le tricot était un de mes vieux passe-temps, que j'avais presque oublié ces dernières années, mais la nouvelle du départ d'Amélie m'avait poussé à ressortir mes aiguilles et ma laine. L'écharpe était douce et chaude, dans des tons de bleu tendre qui correspondaient aux yeux de la jeune fille. « C'est tellement adorable, Hélène !» s'est exclamée Amélie en déballant le cadeau. « Tu l'as tricoté toi-même ? C'est magnifique !» J'ai hoché la tête, embarrassée, ne m'attendant pas à une telle réaction. Les autres employés se sont pressés autour de nous, admirant mon travail. « Tu as un vrai talent !» a dit l'INSEE de la comptabilité. « Je paierais cher pour une écharpe comme ça. » Moi aussi, a renchéri Nathalie du marketing. As-tu pensé à vendre tes créations, Hélène? Je me suis contentée de rire, balayant leurs suggestions. Quel commerce à 67 ans. Mais il y avait une chaleur agréable à l'intérieur. J'étais appréciée ici non seulement pour mon travail, mais aussi pour ce que je pouvais faire avec mes mains. Après le départ d'Amélie, j'étais la seule administratrice du bureau. C'était un peu effrayant au début, mais j'ai vite réalisé que je pouvais gérer toutes les responsabilités. De plus, j'ai réussi à optimiser certains processus. Par exemple, j'ai développé un nouveau système de tri du courrier entrant, ce qui a permis de gagner du temps lors de la distribution au département. Roland a remarqué mes améliorations et m'a convoqué un jour dans son bureau. « Hélène, j'ai entendu dire par le personnel que vous aviez mis en place un nouveau système de courrier. » a-t-il dit alors que je m'asseyais en face de lui. « Dites-m'en plus. » J'ai expliqué les changements, un peu embarrassée. Et s'il pensait que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas? C'est une excellente idée.
Roland a hoché la tête en signe d'approbation. C'est exactement le genre d'approche dont nous avons besoin. N'ayez pas peur de suggérer des améliorations si vous voyez que quelque chose pourrait être fait plus efficacement. À partir de ce jour, je me suis sentie plus confiante. J'ai commencé à examiner d'autres processus qui pourraient être optimisés. J'ai suggéré un nouveau format pour les rapports hebdomadaires des visiteurs, créer une base de données électronique pour stocker les contacts des clients réguliers. C'étaient toutes de petites améliorations, mais elles rendaient le travail plus facile et plus efficace. Mes collègues venaient de plus en plus souvent me demander conseil, non seulement sur des questions administratives, mais aussi sur des sujets de la vie quotidienne. De jeunes employés me demandaient comment mieux organiser leur temps, comment gérer le stress, comment établir des relations avec un client difficile. Je répondais en me basant sur mon expérience et je voyais que mes paroles étaient appréciées. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment utile. La seule ombre qui assombrissait cette nouvelle vie heureuse était la rupture de ma relation avec Étienne. Après son licenciement, nous ne nous sommes plus parlé. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais il n'a pas décroché. Les messages sont restés sans réponse. Finalement, j'ai décidé de passer chez lui un samedi. Pascal, ma belle-fille, a ouvert la porte. Elle avait l'air tendue et mal à l'aise, évitant de me regarder dans les yeux. « Bonjour, Pascal, dis-je. Étienne est là. » « Non, il est à un entretien d'embauche, » a-t-elle dit en tirant nerveusement sur l'ourlet de son chemisier. « Hélène, je suis désolée, mais ce n'est pas le bon moment pour une visite. » Derrière elle, j'ai entendu la voix de mon petit-fils Jason. « Maman, qui est là ? » « Personne, chérie, » a répondu rapidement Pascal. « Va finir tes devoirs. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Personne. C'est ce que j'étais devenue pour ma propre famille. Personne. Pascal, ma voix a tremblé. S'il te plaît, laisse-moi au moins voir mes petits-enfants. J'ai fait leurs biscuits préférés. J'ai tendu la boîte de biscuits que j'avais passé la matinée à préparer. Pépites de chocolat pour Jason et beurre de cacahuète pour Lisa. Pascal a pris la boîte avec un soulagement visible. Cela lui donnait une excuse pour mettre fin à la conversation désagréable. Merci. Je leur dirai. Étienne est très contrarié en ce moment et il a besoin de temps. S'il te plaît, comprends. Je comprends, dis-je, même si je ne comprenais pas vraiment. Comment mon fils pouvait-il me blâmer pour son licenciement ? Comment pouvait-il m'interdire de voir mes petits-enfants ? Dis-lui que j'ai appelé et que je l'aime quoi qu'il arrive. Pascal a hoché la tête et a fermé la porte. Je suis restée sur le porche, les larmes me montant aux yeux. Tout le chemin du retour, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Étienne était-il si blessé qu'il était prêt à me priver de mes petits-enfants ? C'était cruel, même pour lui. À la maison, j'ai pleuré toute la soirée en regardant de vieilles photographies. Voici Jason, tout petit, dormant dans mes bras. Voici Lisa faisant ses premiers pas, s'accrochant à mes doigts. Tant de souvenirs, tant d'amour, et tout cela m'était maintenant interdit. Lundi, je suis arrivée au travail les yeux gonflés de larmes, même si j'ai essayé de le dissimuler avec du maquillage. Mais le regard scrutateur de Roland ne m'a pas échappé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé en s'arrêtant à mon bureau. « Vous avez l'air bouleversé. »« Ce n'est rien de grave. » J'ai essayé de sourire. Juste des histoires de famille. Étienne. Il a baissé la voix pour que les autres employés ne nous entendent pas. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Roland a soupiré avec compréhension. Venez dans mon bureau cet après-midi. Nous devons discuter du nouveau système de réception. J'ai compris que ce n'était qu'un prétexte pour parler en privé. Et en effet, quand je suis arrivée à son bureau à l'heure convenue, la conversation a immédiatement tourné vers des sujets personnels. « Dites-moi. » Roland m'a fait signe de m'asseoir. Que s'est-il passé avec Étienne ? Et je lui ai raconté la visite malheureuse, comment on ne m'avait pas laissé entrer, comment on m'avait appelé personne, comment on ne m'avait pas laissé voir mes petits-enfants. En parlant, les larmes sont revenues, même si j'ai fait de gros efforts pour les retenir. Je suis tellement désolée, et là. Roland a secoué la tête. Je ne pensais pas qu'il s'abaisserait à ça. Utiliser les enfants comme des armes, c'est bas. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. Appeler un avocat et exiger le droit de voir mes petits-enfants ? Ça ne ferait qu'envenimer le conflit. Mais je ne peux pas laisser les choses en l'état. Les enfants ne sont pas responsables de notre désaccord avec Étienne.
Peut-être devrions-nous lui laisser un peu de temps pour se calmer, a suggéré Roland. Père tenait une double comptabilité depuis des années. Il a systématiquement détourné ton argent, ton salaire, ta retraite, et pire que tout, l'héritage de ta mère. Tu te souviens de la maison en Dordogne que grand-mère t'a laissée? Père a insisté pour la vendre, disant qu'il placerait l'argent dans des investissements sûrs. Mais ces investissements n'ont jamais existé. L'argent de la vente de la maison, plus de 200 000 euros, a été transféré sur son compte personnel au Luxembourg, un compte dont tu ignorais même l'existence. Mais ce n'est pas tout. Au cours des 20 dernières années, ton père a transféré sur ce compte la quasi-totalité de ton salaire et la majeure partie de ta retraite. Au total, cela représente environ 350 000 euros, de l'argent qui t'appartient de droit. Dans cette boîte, tu trouveras toutes les preuves dont tu as besoin. Des relevés de compte, des documents sur la vente de la maison, des déclarations de revenus où ton père a dissimulé ses revenus. Il y a aussi un CD avec des enregistrements de conversations téléphoniques entre ton père et son conseiller financier, où ils discutent de la meilleure façon de te cacher l'argent. J'ai également contacté le cabinet d'avocats Dupont et Associés, le même qui a géré la succession de ma grand-mère. Ils ont mené leur propre enquête et ont confirmé mes découvertes. De plus, ils ont constaté que de nombreux documents que tu as signés étaient des faux ou contenaient de fausses informations. Maman, je sais à quel point ce sera difficile à accepter, mais tu dois connaître la vérité. Père ne s'est pas contenté de te contrôler toutes ces années. Il t'a spolié. Il t'a volé ton indépendance financière, ta capacité à contrôler ton argent, ta vie. Mais maintenant, tu as une chance de changer tout ça. Les avocats sont prêts à t'aider à récupérer ton argent et à tenir ton père pour responsable de fraude financière. Ce ne sera pas facile, mais tu n'es plus seul. Je suis avec toi, et je ferai tout mon possible pour t'aider à traverser cette épreuve. Dans la boîte, tu trouveras aussi les clés de la maison que j'ai achetée pour toi à Villeneuve, juste à l'extérieur de Lyon. C'est une petite maison confortable avec le jardin dont tu as toujours rêvé. Elle est entièrement payée et à ton nom. Tu peux y emménager dès que tu seras prête à commencer une nouvelle vie. Je sais que c'est une décision difficile. 45 ans de mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on abandonne facilement. Mais pense à toi, maman. Aux rêves que tu as mis de côté, à ton indépendance qui t'a été enlevée. À ton avenir, qui pourrait être très différent. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Je peux venir te chercher à tout moment. Appelle-moi et je serai là pour toi. Avec tout mon amour. Rémi. J'ai laissé tomber la lettre sur mes genoux, sentant les larmes couler sur mes joues. Tout prenait sens soudainement. Le comportement étrange d'Étienne ces derniers jours, sa panique à la vue du logo du cabinet d'avocats, son insistance à essayer de m'empêcher d'ouvrir la boîte. Est-ce que c'est vrai? Ai-je demandé, levant les yeux vers Étienne, qui se tenait adossé au mur, le visage blême. Tu as volé l'argent de ma mère? Mon argent? Étienne est resté silencieux, les yeux fixés sur le sol. Réponds-moi, ai-je haussé la voix, ce qui arrivait rarement. Est-ce que c'est vrai? Il a finalement levé les yeux et j'y ai vu non pas du remords, mais de la colère. Tu appelles ça voler, après tout ce que j'ai fait pour toi? Nous avions besoin de cet argent. Oh. J'ai secoué la tête, incrédule. Ou c'est toi qui en avais besoin? À quoi l'as-tu dépensé, Étienne? À quoi ont servi plus de 500 000 euros? Ça ne te regarde pas, a-t-il lâché. Je gérais les finances comme je le jugeais bon, en tant que chef de famille. J'ai commencé à parcourir les documents dans la boîte. Les relevés du compte au Luxembourg, confirmant ce que Rémi avait dit. Les déclarations de revenus avec des montants sous-déclarés. Les documents de la vente de la maison de ma mère pour un certain montant, et un virement sur le compte d'Étienne pour un autre montant, bien plus élevé. Tu m'as menti, ai-je dit, en parcourant les documents. Toutes ces années, tu m'as menti sur nos finances. Je te protégeais, s'est exclamé Étienne. Tu n'aurais pas su quoi faire avec autant d'argent de toute façon. Tu l'aurais dépensé pour des bêtises. Pourquoi, Étienne? Pour les études que tu ne m'as pas laissé faire? Les voyages que je voulais faire? Pour aider Rémi quand il est allé à l'université? Étienne a reniflé. Il s'en est très bien sorti sans ton argent. Il a eu une bourse. Il a trouvé un travail. Ça l'a rendu plus fort. Ça l'a rendu amer, ai-je objecté. Il nous a quittés dès qu'il a pu parce que tu avais transformé notre maison en prison. Et pas seulement pour moi, mais pour lui aussi. Je continuais à examiner les documents, et à chaque nouvelle page, mon cœur se serrait un peu plus. C'était là.
La preuve de années de tromperie. La preuve que l'homme à qui j'avais confié ma vie m'avait utilisé depuis le début. Pourquoi, Étienne? Ai-je demandé, levant les yeux des papiers. Pourquoi avais-tu besoin de tant d'argent? À quoi l'as-tu dépensé? Il a détourné le regard, ne voulant pas croiser le mien. Je n'ai pas à te répondre. Si, tu le dois. J'ai senti la colère bouillir en moi. C'est mon argent. L'argent de ma mère. Tu n'avais pas le droit d'en disposer sans que je le sache. Étienne s'est tourné brusquement vers moi, le visage tordu de rage. J'avais droit à tout. Je suis ton mari. Je suis le chef de famille. Tout ce qui t'appartient m'appartient. Non, Étienne. J'ai secoué la tête. Ça ne marche pas comme ça. Le mariage est un partenariat, pas une dictature. Tu n'avais pas le droit de décider pour moi. Tu n'avais pas le droit de me mentir. Tu n'avais pas le droit de me voler. Je n'ai pas volé, a-t-il grogné. J'investissais. Je créais notre avenir. Notre avenir. J'ai souri amèrement. Où le tien? Où est cet argent maintenant, Étienne? Où sont les 500 000 € que tu m'as pris? Il est resté silencieux, ses yeux parcourant la pièce, évitant mon regard. Il a disparu, n'est-ce pas? Ai-je deviné. Tu l'as tout dépensé. En quoi, Étienne? Au jeu. Pour une autre femme. Non. A-t-il crié le mot avec une telle fureur que j'ai reculé. Je ne suis pas comme ça. Jamais. Alors, où est l'argent? Ai-je insisté. Dis-moi la vérité, maintenant, Étienne. Je le mérite. Il a baissé la tête, les épaules affaissées. Je l'ai mis en bourse. Des investissements risqués. Je pensais que je pourrais le doubler, le tripler. Nous assurer une vieillesse confortable. Mais je savais déjà quelle serait la réponse. J'ai tout perdu, a-t-il murmuré. Tout l'argent. Chaque centime. J'ai fermé les yeux, sentant une vague de vertige m'envahir. Un demi-million d'euros. Mon indépendance financière, ma liberté, tout avait disparu à cause de la cupidité et de l'arrogance d'Étienne. Tu aurais dû me le dire, ai-je dit doucement. Tu aurais dû me consulter avant de risquer autant d'argent. Tu n'aurais pas accepté, a-t-il lâché. Tu as toujours été trop prudente, trop lâche. Non, Étienne, j'ai secoué la tête. J'étais raisonnable. Et toi? Tu étais obsédé par le contrôle. Tellement que tu as préféré tout perdre plutôt que de partager la vérité avec moi. Il est en colère maintenant, mais tôt ou tard, il réalisera que ce qu'il fait est mal, surtout quand les enfants commenceront à demander où est leur grand-mère. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr qu'Étienne reviendrait à la raison. Je connaissais trop bien son entêtement et sa rancune. Des traits hérités de son père. Voudriez-vous faire une promenade ce soir? A soudainement suggéré Roland. Le temps est censé être beau, et il y a une fête d'automne au parc du lac. Ça pourrait vous changer les idées. J'ai hésité. D'un côté, son offre semblait tentante. De l'autre, est-ce que ça ne ressemblerait pas à un rendez-vous? Et que penserait le personnel s'il nous voyait ensemble en dehors du bureau? Ne vous inquiétez pas de ce que les autres penseront, a dit Roland comme s'il avait lu dans mes pensées. Nous sommes deux vieux amis qui ont décidé de se promener et de se remémorer leur jeunesse. Il n'y a rien de mal à cela. D'accord, ai-je décidé. Allons nous promener. C'était en effet une belle soirée, fraîche mais claire. Le ciel était rempli d'étoiles et la pleine lune scintillait sur la surface calme du lac. Roland et moi marchions lentement le long de la rive, parlant de tout et de rien. Il a parlé de sa vie après avoir quitté Valmont, de ses études dans le Massachusetts, de son premier emploi dans une grande entreprise informatique, de la façon dont il avait décidé de créer sa propre entreprise. « Avez-vous une famille ?» demandai-je alors que nous nous arrêtions au parapet, regardant les lumières scintillantes de l'autre côté du lac. « J'en avais une, a-t-il soupiré. Je me suis marié à 27 ans avec une collègue. Nous avons vécu ensemble pendant 15 ans, mais nous n'avons pas eu d'enfants. Elisabeth voulait une carrière, et puis il était trop tard. Nous avons divorcé quand j'avais 42 ans. Je vis seule depuis. Et vous n'avez jamais rencontré quelqu'un d'autre? J'étais surprise. Il y a eu des relations, mais rien de sérieux. Il a haussé les épaules. Le travail prenait tout mon temps. Et puis je suis revenue à Valmont et j'ai beaucoup pensé à vous, et là, à comment votre vie s'était déroulée. Si vous étiez heureuse. J'ai détourné le regard, ne sachant que dire. Étais-je heureuse?
C'est une question difficile. Il y a eu des moments de bonheur. La naissance d'Étienne, ses premiers pas, ses premiers succès à l'école. Il y a eu des moments difficiles aussi. Les disputes avec Bruno, ses infidélités, le divorce humiliant. Il y a eu un long et monotone travail dans une compagnie d'assurance. Pas malheureuse, mais pas très satisfaisante non plus. J'ai vécu une vie ordinaire, dis-je finalement, comme la plupart des gens. Des hauts et des bas, des joies et des peines. Rien de remarquable. Comment avez-vous rencontré le père d'Étienne, a demandé Roland. À l'université, lors d'une fête. J'ai souri au souvenir. Bruno était flamboyant, confiant, capable de faire impression. Tout le contraire de moi, la fille de province, calme et timide. Il semblait si spécial. Je suis tombée follement amoureuse. Et ensuite, a demandé doucement Roland. Et ensuite, il s'est avéré que derrière cette façade brillante se cachait une autre personne. J'ai soupiré. Contrôlant, égoïste, incapable de véritable intimité. Mais nous avions Étienne à ce moment-là, et j'ai supporté pour lui. 15 ans, jusqu'à ce que Bruno me quitte pour quelqu'un d'autre. Jeune, brillante, comme je l'avais été autrefois. Roland est resté silencieux, écoutant mon histoire. Puis il a pris doucement ma main dans la sienne. Je suis désolé de ce qui s'est passé, et là. Vous méritiez mieux. Sa main était chaude et sèche, et le contact a fait picoter quelque chose en moi. Un sentiment oublié depuis longtemps, comme le frisson de la jeunesse. Je n'ai pas retiré ma main et nous sommes restés ainsi, à regarder le lac, chacun absorbé dans ses propres pensées. Et vous, demandai-je enfin. Pourquoi avez-vous divorcé d'Elisabeth? Roland est resté silencieux un moment, comme s'il cherchait ses mots. Nous étions trop différents. Elisabeth était ambitieuse, déterminée, et elle mettait sa carrière avant tout. Je travaillais dur aussi, mais j'ai toujours rêvé d'une famille, d'enfants. Avec le temps, nous sommes devenus de simples voisins vivant sous le même toit. Et puis elle a rencontré son nouveau patron. Et, vous savez comment c'est. J'ai hoché la tête. Je ne le savais que trop bien. Et vous n'avez jamais voulu recommencer, demandai-je. Rencontrer quelqu'un, fonder une famille. Si. Il s'est tourné vers moi. Mais je suppose que je n'avais pas rencontré la bonne personne. Ou peut-être que je cherchais tout ce temps le fantôme du passé. La fille aux cheveux bruns et aux yeux les plus doux qu'il ait connus dans sa jeunesse. J'ai senti le rouge me monter aux joues. S'était-il souvenu de moi tout ce temps? Comparait-il chaque femme qu'il rencontrait à cette jeune fille de 16 ans? Je ne suis plus cette fille, Roland, dis-je doucement. Le temps n'épargne personne. L'apparence change, a-t-il convenu. Mais l'essence reste, et vos yeux sont toujours aussi doux, intelligents, avec une étincelle de rire dans les coins. Et votre sourire n'a pas changé. Et la façon dont vous penchez la tête quand vous écoutez attentivement, c'est toujours la même, et là. Ces mots m'ont touché au plus profond de moi. Depuis quand quelqu'un m'avait-il dit de telles choses? Bruno, même dans les meilleurs moments, n'était pas enclin aux confessions romantiques. Et ces dernières années, je n'avais jamais entendu un compliment d'un homme. C'était comme si j'étais devenue invisible après 60 ans. Vous me mettez dans l'embarras, ai-je admis en baissant les yeux. Je suis désolé, a-t-il souri doucement. Je ne voulais pas vous embarrasser. Je suis juste heureux que nous nous soyons retrouvés. Que le destin nous ait donné une seconde chance, au moins pour l'amitié. L'amitié. Bien sûr, de quoi d'autre pouvions-nous parler? Nous étions tous les deux trop vieux pour la romance. Et pourtant, quelque chose dans son regard, dans la façon dont il tenait ma main, me disait qu'il espérait plus. Je suis rentrée chez moi avec des sentiments mitigés. D'un côté, la soirée avec Roland avait été merveilleuse. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas sentie si vivante, si désirable. Désirable. De l'autre, je rongeais ma culpabilité envers Étienne. Étais-je en train de trahir mon fils en me rapprochant de l'homme qui l'avait renvoyé? J'ai tourné et retourné dans mon lit toute la nuit, essayant de démêler mes sentiments. J'aimais Roland. Je l'aimais beaucoup. Il était attentionné, intelligent, facile à vivre et intéressant. Mais que diraient les gens? Que penserait le bureau s'ils savaient que nous sortions ensemble? Et comment réagirait Étienne si cela se savait? Il m'accuse déjà d'avoir séduit le patron. Que se passera-t-il s'il apprend que nous nous rapprochons vraiment? Je suis arrivée au travail ce matin-là, privée de sommeil et anxieuse. Roland m'a saluée comme d'habitude en passant devant la réception,
mais je pouvais voir la question dans ses yeux. Est-ce que tout va bien? J'ai forcé un sourire, essayant de lui montrer que j'allais bien. La journée s'est écoulée lentement. J'ai répondu au téléphone, enregistré des visiteurs, trié le courrier, tout cela mécaniquement, en pensant à ma situation. À l'heure du déjeuner, j'ai décidé de ne pas aller à la cafétéria, mais de manger un sandwich à mon bureau. Je n'avais pas envie de parler à qui que ce soit. Le téléphone a sonné alors que j'allais me remettre au travail. Le numéro était inconnu. Réception de Technosecure, Hélène Lambert à l'appareil, dis-je d'un ton professionnel. Mamie. La voix d'enfant à l'autre bout du fil a fait bondir mon cœur. Jason. Je n'en croyais pas mes oreilles. Chérie, c'est toi? Oui, mamie, a murmuré mon petit-fils. J'appelle de l'école pendant la récré. Papa a effacé ton numéro du téléphone de maman, mais je l'avais regardé avant et je l'ai noté. Jason. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Comment vas-tu? Comment va Lisa? Vous me manquez tellement. Toi aussi, tu nous manques, mamie. Sa voix a tremblé. Papa a dit que tu ne voulais plus nous voir. Que tu avais trahi notre famille. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? J'ai haleté d'indignation. Comment Étienne pouvait-il dire ça aux enfants? Comment pouvait-il les monter contre leur propre grand-mère? Bien sûr que ce n'est pas vrai, mon cœur, ai-je essayé de dire calmement. Je vous aime très fort, toi et Lisa, et je veux vous voir. C'est juste que papa et moi traversons une période difficile en ce moment, et nous nous disputons un peu, mais ça n'a rien à voir avec mon amour pour vous. Je le savais. J'ai pu entendre le soulagement dans sa voix. J'ai dit à Lisa que papa inventait des choses. Il est si étrange ces derniers temps. Il est toujours en colère, il crie sur maman. Il dit qu'il ne trouve pas de bon travail à cause de toi. J'ai fermé les yeux, ressentant une fatigue infinie. Étienne ne m'interdisait pas seulement de voir mes petits-enfants. Il me calomniait à leurs yeux, me blâmant pour tous ses problèmes. Ton père est contrarié à cause du travail, dis-je doucement. Parfois, les adultes disent des choses blessantes quand ils sont en colère. Mais ça passera. Tu verras. Mamie, est-ce que je peux venir chez toi? A demandé Jason. On va à un musée près de chez toi samedi. Je peux dire que je vais à la bibliothèque après et passer te voir. Lisa veut aussi, mais elle a peur que papa le découvre et se fâche. Je me suis figée, ne sachant que dire. D'un côté, j'avais une folle envie de voir mes petits-enfants. De l'autre, leur apprendre à tromper leurs parents ne me semblait pas juste. Jason, chérie, commençai-je doucement. J'aimerais beaucoup te voir, mais peut-être devrais-je d'abord parler à maman. Je pense qu'elle ne serait pas contre. Non. Sa voix est devenue effrayée. Maman ne doit pas savoir. Elle dira tout à papa, et il nous interdira de sortir de la maison. S'il te plaît, mamie. Tes biscuits aux pépites de chocolat me manquent tellement. J'ai hésité. La morale disait qu'on ne peut pas aller contre la volonté des parents, même s'ils ont tort. Mais mon cœur se brisait pour mes petits-enfants. D'accord, dis-je enfin. Je serai à la maison toute la journée samedi. Viens quand tu peux et assure-toi de me dire où tu es pour que tes parents ne s'inquiètent pas. Je leur dirai que je suis à la bibliothèque, m'a assuré Jason. J'ai vraiment un exposé à faire, donc ce n'est presque pas tricher. Oh, la sonnerie pour le cours. Au revoir, mamie. À samedi. Il a raccroché et je suis restée là, tenant le téléphone à mon oreille, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Faisais-je bien d'accepter une rencontre secrète avec mon petit-fils? Cela n'envenimerait-il pas le conflit avec Étienne s'il l'apprenait? Mais comment pouvais-je refuser un enfant qui a si envie de me voir? Tout va bien. La voix de Roland m'a sorti de ma rêverie. Il se tenait à côté de mon bureau, l'air inquiet. Vous avez l'air bouleversé. C'était mon petit-fils, dis-je doucement. Il a appelé en cachette de ses parents. Il veut venir me voir samedi et j'ai accepté, même si je sais qu'Étienne a interdit aux enfants de me voir. Roland s'est assis sur le bord de mon bureau. C'est une situation difficile, mais je pense que vous avez bien fait. Les enfants ne devraient pas avoir à souffrir des conflits des adultes. Et si Étienne l'apprend? Je l'ai regardé avec inquiétude. Il m'accuse déjà de tous les péchés du monde. S'il apprend que je vois mes petits-enfants en secret, il deviendra fou. Alors soyez prudente. Roland m'a serré légèrement la main. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Je suis de votre côté, quoi qu'il arrive.
Je lui ai souri avec reconnaissance. Son soutien signifiait plus pour moi que je n'étais prête à l'admettre. Roland avait été mon roc, mon ancre dans ces moments difficiles. Et pourtant, la culpabilité ne me lâchait pas. J'étais déchirée entre mes nouveaux sentiments pour Roland et la douleur du conflit avec mon fils. Comment concilier ces deux parties de ma vie? Était-ce seulement possible? Ou devrais-je choisir entre le bonheur avec Roland ou la paix avec Étienne? La rencontre de samedi avec Jason s'est très bien passée. Nous avons préparé ses biscuits aux pépites de chocolat préférés, joué à des jeux de société et simplement discuté. Mon petit-fils m'a parlé de l'école, de ses amis, de sa petite sœur Lisa, qui me manquait tellement mais qui avait peur de désobéir à son père. Et bien sûr, de la situation à la maison. Papa est toujours sur les nerfs, a dit Jason en découpant soigneusement une étoile dans la pâte à biscuits. Il passe son temps à téléphoner pour le travail, et puis il s'énerve et crie. Maman pleure la nuit en pensant qu'on n'entend pas. Cela me faisait mal au cœur de l'entendre dire ça. Donc Étienne n'avait toujours pas trouvé de travail. Pas étonnant qu'il soit encore plus en colère. Mais utiliser les enfants comme une arme contre moi, c'était trop, même pour lui. Le temps a filé, et il était bientôt l'heure pour Jason de rentrer. Je lui ai donné une boîte de biscuits pour Lisa et Pascal. Je l'ai serré fort dans mes bras pour lui dire au revoir et je lui ai dit d'être prudent. Ne dis pas à papa que tu étais chez moi, lui ai-je rappelé. Et ne m'appelle pas du téléphone de la maison. N'appelle pas du tout. Si tu veux qu'on se voie, envoie simplement un message à mon adresse email depuis la bibliothèque de l'école. Jason a hoché la tête gravement. À 12 ans, il semblait plus mature qu'on pourrait s'y attendre. Apparemment, l'environnement stressant à la maison l'avait fait grandir plus vite. Après avoir accompagné mon petit-fils, je suis restée longtemps assise près de la fenêtre, regardant le crépuscule de novembre s'estomper. Je me sentais mal à l'aise. La rencontre avec Jason avait apporté à la fois de la joie et de la douleur. La joie de pouvoir le voir et la douleur de réaliser à quel point les enfants souffrent des conflits des adultes. Lundi au travail, j'étais encore sous le choc de ma rencontre avec mon petit-fils. Je l'ai raconté à Roland, qui, comme d'habitude, s'est arrêté pour me dire bonjour le matin. « Je suis content que vous ayez pu vous voir », a-t-il dit. Mais la situation n'est toujours pas normale. Les enfants ne devraient pas avoir à mentir à leurs parents et à vivre dans la peur constante. Je sais, ai-je soupiré. Mais que puis-je faire? Étienne ne veut aucun contact, ne répond ni aux appels ni aux SMS. J'ai même pensé à contacter un avocat pour mes droits de grand-mère à communiquer avec mes petits-enfants. Peut-être devrions-nous essayer de parler à Pascal, a suggéré Roland. Elle semblait plus raisonnable. Je me suis demandé. Pascal avait toujours été polie avec moi, bien qu'un peu distante. Peut-être devrais-je vraiment essayer de prendre contact par son intermédiaire. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à cette option. La journée de travail était pleine à craquer. Plusieurs clients importants, livraison urgente de documents par coursier, appels incessants. À l'heure du déjeuner, je me sentais aussi épuisée qu'un citron. Le bureau était inhabituellement animé. L'entreprise avait remporté un appel d'offres pour desservir une grande chaîne de supermarchés régionales, et les employés célébraient le succès. Un petit buffet a été organisé à la cafétéria, et Roland a prononcé un discours de félicitations, remerciant tout le monde pour sa contribution. Un merci spécial à notre réceptionniste, Hélène, a-t-il dit en levant une coupe de champagne. Son professionnalisme et sa gentillesse ont fait une excellente impression sur les représentants du client. Comme ils l'ont dit, si même votre réceptionniste est si compétente et attentive, que dire des techniciens? Tout le monde a applaudi, et j'ai senti le rouge me monter aux joues. Je n'ai pas l'habitude des éloges publics, surtout de la part d'un directeur, mais c'était agréable de savoir que mon travail était apprécié. Après le buffet, je suis retournée à mon bureau quand Étienne a littéralement fait irruption dans le bureau. Son visage était rouge de colère, ses cheveux en désordre, ses yeux lançant des éclairs. Quand il m'a vu, il a brusquement changé de direction et s'est dirigé vers la réception. « Alors c'est comme ça que tu traites ta famille ?» Sa voix tremblait de rage. Monter mes enfants contre moi? Leur apprendre à mentir à leurs parents? J'ai regardé autour de moi. Il y avait plusieurs membres du personnel dans le hall, tous regardant dans notre direction avec surprise et curiosité. « Étienne, parlons ailleurs, dis-je doucement. Ce n'est pas une conversation à avoir en public. Je n'ai rien à cacher. » Il a haussé encore plus la voix. « Que tout le monde sache qui tu es vraiment. Une manipulatrice et une hypocrite. »
J'ai senti le sang quitter mon visage. Jason avait-il vraiment laissé échapper quelque chose, ou Étienne avait-il découvert notre rencontre d'une manière ou d'une autre? De quoi parles-tu? Demandai-je en essayant de rester calme. Ne fais pas semblant. Il a frappé du poing sur le comptoir. Jason a tout avoué. Il a dit qu'il était chez toi samedi, que vous aviez fait des biscuits et joué à des jeux, et que tu lui avais dit de n'en parler à personne. Tu apprends à mon fils à me mentir. À ce moment-là, une petite foule d'employés s'était rassemblée autour de nous. Je pouvais voir leurs visages choqués, entendre les chuchotements derrière moi. L'humiliation était insupportable. Étienne, arrête ça, dis-je fermement. Oui, Jason est venu me voir parce que sa grand-mère lui manquait. Parce que tu as interdit aux enfants de me voir sans raison. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Renier mon propre petit-fils? Tu étais censé me parler, a-t-il crié. Demander ma permission. J'ai essayé. J'ai haussé la voix à mon tour. Je t'ai appelé des dizaines de fois, envoyé des SMS, je suis venu à la maison, et tu n'as pas voulu ouvrir la porte. Comment pouvais-je te parler si tu évitais tout contact? Étienne m'a regardé avec haine. À ce moment-là, il ressemblait tellement à son père que ça m'a coupé le souffle. Le même regard, la même grimace de mépris, la même façon de se pencher sur l'autre personne, essayant de l'intimider. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix de Roland s'est soudainement fait entendre. Il était sorti de son bureau, attiré par le bruit. Étienne, que faites-vous ici? Je suis venu parler à ma mère, a rétorqué mon fils. Où les conversations familiales sont-elles interdites dans votre entreprise? Les scandales et les insultes sont interdits, a répondu calmement Roland. Si vous voulez parler à Hélène, faites-le sur votre temps libre et ailleurs. Oh, alors c'est Hélène maintenant, a grimacé Étienne. Quelle tendresse! Tout le monde sait maintenant que vous couchez avec ma mère, Talmont? Que c'est pour ça que vous m'avez viré? Il y eut un silence de mort dans le hall. J'ai senti le rouge me monter au visage de honte et de colère. Comment pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il dire ça devant tous mes collègues? Étienne Lambert. La voix de Roland est devenue glaciale. Vous êtes sur une propriété privée sans y être invité, et vous insultez les employés de l'entreprise. Si vous ne quittez pas immédiatement le bâtiment, j'appellerai la sécurité et la police. Ne vous embêtez pas. Étienne a reniflé avec mépris. Je pars maintenant. Je veux juste que tout le monde sache que cette femme, il m'a pointé du doigt, a détruit ma famille. D'abord, elle a monté mon père contre moi. Ensuite, elle a séduit mon patron pour me faire virer. Et maintenant, elle monte mes enfants contre moi. Voilà qui elle est vraiment. Quelque chose en moi s'est brisé. Toutes ces années, je m'étais tue, j'avais toléré, pardonné. D'abord Bruno avec ses humiliations, puis Étienne avec son égoïsme et son insensibilité. J'ai fait semblant que tout était normal, que j'étais heureuse dans le rôle de l'éternelle victime, prête à tout pour ma famille. Mais maintenant, debout devant mon fils, qui m'avait publiquement insulté et humilié, j'ai réalisé que je ne pouvais et ne voulais plus me taire. Assez! Ma voix a résonné, étonnamment ferme. J'en ai assez de tes mensonges, Étienne. Assez d'être le bouc émissaire. Si tu veux que tout le monde sache la vérité, s'il te plaît, je vais la raconter. J'ai regardé les employés silencieux. Mon fils a grandi dans une famille où son père humiliait et insultait constamment sa mère, où chaque parole ou action de ma part était tournée en ridicule ou critiquée, où je travaillais à temps partiel pour payer ses études pendant que son père dépensait de l'argent pour ses hobbies et ses maîtresses. Je me suis tue et j'ai enduré pour le bien d'Étienne, pour qu'il grandisse dans une famille complète. Et qu'ai-je obtenu en retour? J'ai de nouveau regardé mon fils, qui se tenait comme frappé par la foudre. Quand j'ai pris ma retraite et que j'ai eu des difficultés financières, savez-vous ce que mon fils m'a dit? Je ne vais pas nourrir une bouche de plus. Une bouche de plus, c'est ce que j'étais devenue pour lui. Une femme qui lui avait donné toute sa vie. Une bouche de plus. Et il m'a proposé un travail ici, non par sollicitude, mais pour se débarrasser de la culpabilité et de l'obligation d'aider sa mère. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues avec un effort de volonté. Ce n'était pas le moment de la faiblesse. Et quand j'ai obtenu le poste, il m'a accusé d'avoir séduit son patron. J'ai 67 ans. J'ai de l'arthrite et de l'hypertension, quelle tentation! Mais il est plus facile pour Étienne de blâmer sa mère pour tous ses péchés que d'admettre qu'il a été renvoyé pour son propre comportement. Et maintenant, il ne me laisse pas voir mes petits-enfants.
La dernière joie de ma vie. C'est lui qui détruit la famille, pas moi. Il y eut un tel silence dans le hall qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tout le monde nous regardait, Étienne et moi, ne sachant comment réagir à ce drame familial qui se déroulait sous leurs yeux. Étienne est devenu pâle, ses lèvres tremblant de rage. Toi, tu as toujours eu le don de te faire passer pour une victime. Toujours. Pauvre misérable Hélène, souffrant toujours d'un mari méchant et d'un fils ingrat. Et tu manipules tout le monde autour de toi, les faisant se sentir coupables. Ça suffit, Étienne. Roland s'est approché et s'est tenu à côté de moi. Votre mère n'est pas une manipulatrice. C'est une personne honnête, droite et gentille. Et si vous ne pouvez pas le voir, alors c'est vous le problème, pas elle. Oh, bien sûr. Étienne a ri amèrement. Vous protégez votre maîtresse? Comme c'est noble. Hélène n'est pas ma maîtresse, a répondu calmement Roland. C'est mon amie, et je ne la défends pas parce que nous avons une relation, mais parce que je vois à quel point vous la traitez injustement, comment son propre fils répète les erreurs de son père, blessant la femme qui a sacrifié toute sa vie pour lui. Étienne a déplacé son regard de moi à Roland et vice-versa. Puis il a secoué la tête. Vous êtes tous les deux fous. Et vous savez quoi? Je m'en fiche. Vous pouvez vivre votre vie comme vous le voulez, mais ne vous approchez plus jamais de mes enfants. Il s'est retourné et s'est dirigé rapidement vers la sortie. Je l'ai regardé partir, ressentant un étrange mélange de douleur et de soulagement. La douleur de réaliser que je venais de rompre publiquement ma relation avec mon fils unique, et le soulagement d'avoir enfin dit la vérité, d'avoir cessé de prétendre que tout allait bien. Roland a touché doucement mon bras. Ça va. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Autour de nous, la foule d'employés se dispersait lentement. Certains retournaient au travail. Certains discutaient tranquillement de ce qu'ils avaient vu. Je pouvais sentir leur regard sur moi, compatissant, confus, curieux. Allons dans mon bureau, a suggéré Roland. Vous avez besoin de vous ressaisir un peu. Je l'ai laissé m'éloigner des regards indiscrets. Dans son bureau, Roland m'a fait asseoir dans un fauteuil, a versé de l'eau d'une carafe et s'est assis en face de moi. Vous avez été formidable, a-t-il dit en me regardant dans les yeux. Tout le monde n'ose pas dire la vérité, surtout quand elle fait si mal. Je ne sais pas si j'ai bien fait, ai-je admis. Peut-être n'aurais-je pas dû étaler les problèmes de ma famille en public, mais je n'en pouvais plus. Je me suis tue trop longtemps, j'ai été patiente trop longtemps. Parfois, le silence ne fait qu'aggraver le problème, a dit Roland. Étienne avait besoin d'entendre la vérité sur lui-même depuis longtemps. Peut-être que ça le fera réfléchir. Je ne pense pas. J'ai souri amèrement. Il ressemble trop à son père, n'admettant jamais ses propres erreurs, blâmant toujours les autres. Nous sommes restés silencieux un moment. De rares flocons de neige tourbillonnaient derrière la fenêtre. La première neige de l'année. Belle et un peu triste, comme toute ma vie ces derniers temps. Que allez-vous faire maintenant? A demandé Roland. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Continuer à travailler, bien sûr. Et peut-être essayer de contacter Pascal directement. Elle a toujours été plus raisonnable qu'Étienne. Peut-être qu'elle me laisserait voir mes petits-enfants, ne serait-ce qu'en secret. Roland a hoché la tête. Bon plan. Aussi, je pense que vous devriez déménager. Déménager. Je l'ai regardé avec surprise. Déménager où? Plus près du travail, a-t-il dit. Votre maison est de l'autre côté de la ville, et vous avez un long trajet. De plus, Étienne sait où vous habitez. Après la scène d'aujourd'hui, qui sait ce qu'il pourrait penser? J'ai réfléchi. L'idée de déménager ne m'avait jamais traversé l'esprit. La maison dans laquelle je vivais était la mienne depuis 25 ans, depuis mon divorce avec Bruno. Mes petits-enfants y avaient grandi, et chaque coin gardait des souvenirs. Mais Roland avait raison. Il n'était pas prudent de rester là maintenant que ma relation avec Étienne s'était envenimée. Vous avez probablement raison, dis-je. Mais trouver un nouveau logement n'est pas facile, surtout à mon âge et avec mon budget. J'ai une option. Roland a souri légèrement. Vous vous souvenez de l'immeuble avec les appartements de la rue des Cèdres? Il y a un petit appartement au 2e étage, propre, lumineux, avec vue sur le parc et à seulement 15 minutes à pied du bureau. Ça a l'air merveilleux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en retour. Mais ça doit être cher. Pas aussi cher que vous le pensez. Il a fait une pause.
Je pourrais aider avec la compte, si vous me le permettez. Oh, non. J'étais embarrassée. Accepter une aide financière de Roland ne me semblait pas juste. Nous n'étions pas de la famille, même pas des amis proches, juste de vieilles connaissances qui s'étaient retrouvées par hasard 50 ans plus tard. C'est très généreux de votre part, dis-je. Mais je ne peux pas accepter un tel cadeau. Ce n'est pas un cadeau, a-t-il rétorqué. Considérez cela comme un investissement dans l'avenir. Notre avenir ensemble, si cela ne vous dérange pas. Je me suis figée, ne sachant pas si je comprenais ce qu'il disait. Que voulez-vous dire? Roland s'est levé, s'est approché de la fenêtre, a regardé la neige tomber. Puis il s'est tourné vers moi. Et là, je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air d'un vieil homme ridicule avec des rêves insensés. Mais depuis le jour où vous êtes venu pour l'entretien, j'ai l'impression que ma vie a retrouvé un sens. C'est comme si une partie de moi qui dormait depuis toutes ces années s'était soudainement réveillée. Il a fait une pause, choisissant ses mots. Je ne suggère pas une relation amoureuse. Nous sommes tous les deux trop vieux pour ça. Mais l'amitié, l'intimité, le soutien mutuel. N'est-ce pas ce dont deux personnes seules ont besoin à leur âge? Je suis restée silencieuse, choquée par ces paroles. Ce n'était pas la conversation que j'attendais après le scandale avec Étienne. Je me rends compte que ce n'est pas le meilleur moment pour parler de ça, a poursuivi Roland. Vous êtes bouleversée, choquée, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. Vous m'avez, et je vais faire tout mon possible pour vous aider à traverser cette période difficile. Roland. Je ne savais pas quoi dire. J'apprécie votre gentillesse. Vraiment. Mais je ne veux pas être un fardeau. Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de vous occuper de moi juste parce que nous nous connaissions quand nous étions jeunes. Un fardeau. Il m'a regardé avec surprise. Et là, vous ne serez jamais un fardeau pour moi. Vous êtes une femme forte, intelligente, indépendante. Vous n'avez pas besoin de tutelle, mais même les personnes les plus fortes ont parfois besoin de soutien. Et je veux être là pour vous quand vous en aurez besoin. Comme vous me soutiendrez quand j'en aurai besoin. Ces mots m'ont touché au plus profond de moi. Depuis combien de temps quelqu'un ne m'avait-il pas parlé comme ça? Ne me voyant pas comme une vieille femme sans défense ayant besoin de pitié, mais comme une égale, une personne digne de respect et de soin. Merci, dis-je doucement. Pour tout. Pour le travail, pour le soutien, pour la compréhension. Vous n'avez aucune idée à quel point cela signifie pour moi. J'ai une petite idée. Il a souri doucement. Et j'ai une suggestion, ou plutôt deux. Je l'ai regardé d'un air interrogateur. Allons voir cet appartement de la rue des Cèdres, sans engagement, juste pour le voir. Si vous l'aimez, super. Sinon, nous continuerons à chercher. D'accord, ai-je convenu. Et la deuxième? Roland a pris une profonde inspiration comme pour rassembler son courage. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune, vous disiez que vous rêviez de voyager, de voir le monde. J'ai hoché la tête, ne sachant pas où il voulait en venir. J'ai un voyage en Europe de prévu pour Noël, a-t-il dit. 2 semaines. Londres, Paris, Rome. J'aimerais que vous veniez avec moi. Je me suis figée, n'en croyant pas mes oreilles. L'Europe, le voyage dont j'avais rêvé toute ma vie. Et avec Roland, l'homme qui était devenu plus proche de moi que quiconque au cours des derniers mois. Je ne sais pas quoi dire, ai-je balbutié. C'est si soudain. Ne répondez pas maintenant, a-t-il levé la main. Réfléchissez Y. C'est une grande décision, je m'en rends compte, mais je veux que vous sachiez que je serai heureux si vous dites oui. Et je vous promets que je ferai tout mon possible pour rendre ce voyage inoubliable pour vous. Je l'ai regardé, ses gentils yeux gris, les rides au coin de ses lèvres, sa barbe grise, et j'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Pas de la passion, pas de l'amour romantique, quelque chose de plus profond et de plus calme. Le sentiment que j'avais enfin trouvé ma place. Mon homme. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour mémorable où Étienne a provoqué un scandale au bureau. Beaucoup de choses avaient changé pendant ce temps. J'avais emménagé dans cet appartement de la rue des Cèdres, petit mais confortable, avec vue sur un parc enneigé. J'ai vendu l'ancienne maison et j'ai eu assez d'argent pour un acompte, donc je n'ai pas eu besoin de l'aide de Roland. Il a cependant aidé au déménagement, engageant des déménageurs et déballant des cartons de mes affaires. Les relations avec Étienne sont restées tendues. Il n'a jamais appelé, ne s'est jamais excusé. Mais un jour, j'ai pris contact avec Pascal. Elle est venue à mon lieu de travail quand Étienne était à un entretien d'embauche.
Il n'avait toujours pas trouvé de travail à plein temps, mais il travaillait encore à temps partiel. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont Étienne te traite, a-t-elle dit. Les enfants te manquent, et tu me manques aussi. Tu as toujours été plus qu'une belle-mère pour moi. Nous avons convenu que les petits-enfants viendraient me voir quand Étienne serait au travail. Pascal a juré de ne rien lui dire. Et j'ai promis de ne pas monter les enfants contre leur père. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Jason et Lisa venaient une fois par semaine après l'école, et nous passions quelques heures heureuses ensemble. Le travail à Technosecure continuait comme d'habitude. Après le scandale avec Étienne, j'avais peur que mes collègues me regardent de travers, parlent de moi dans mon dos. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Beaucoup de gens m'ont exprimé leur soutien. Certains ont même partagé leurs histoires de relations difficiles avec leurs proches. Je me sentais faire partie de l'équipe et c'était merveilleux. J'ai également accepté le voyage en Europe avec Roland. Nous partions dans une semaine. Billets achetés, hôtel réservé, itinéraire planifié. Je comptais les jours jusqu'à notre voyage comme un enfant compte les jours avant Noël. Nerveuse ? M'a demandé Roland alors que nous déjeunions dans un café près du bureau. Un peu, ai-je admis. Je n'ai jamais été à l'étranger. J'ai peur de tout gâcher avec mon inexpérience. Vous ne gâcherez rien. Il m'a serré la main de manière rassurante. Nous serons ensemble et je vous montrerai tout. Je vous promets que ce sera le plus merveilleux Noël de votre vie.